Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, et si les républicains disparaissaient? Et en seconde partie, le retour des djihadistes en France. Le poison de l'angélisme? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est le jeune président de SOS Chrétiens d'Orient. Fondée en 2013, son association a pris une ampleur insoupçonnée. Elle est présente dans 5 pays du Proche-Orient. Elle met en œuvre 4 missions permanentes en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie. Elle dispose du statut de partenaire de la défense nationale. Un vrai beau bilan pour un président de moins de 30 ans. Il parle sans détour. Lorsqu'on lui reproche par exemple sa position sur l'Irak, il rétorque sans sourciller: l'alternative qui s'impose aujourd'hui est triviale, c'est soit Bachar el-Assad, soit le djihadisme international, intolérant et ultra-violent. Il est une véritable bouée de sauvetage pour les chrétiens persécutés d'Orient. Je vous demande d'accueillir Charles Demeyer. Bienvenue, Monsieur le Président, merci, bienvenue. Romaric Sangas, Francis Bergeron et Philippe Ménard, j'aurai l'occasion de vous les représenter au fur et à mesure de cette émission. Merci d'être là. Oui, allez-y, c'est du vin. On me dit souvent c'est du... Non, c'est du vin. Charles Demeyer, en plus il est bon. Vous avez 26 ans. 26 ans. Vous êtes à la tête d'une puissante association qui agit au cœur des zones sinistrées au Proche-Orient, mais aussi au Pakistan. Plus de 1700 volontaires. Je crois qu'il y en a même quelques-uns qui sont autour de nous ce soir. 1700 volontaires qui se sont relayés sur le terrain. Des dizaines de milliers de familles visitées. Et toujours plus de projets. À 26 ans, mais vraiment, cette nouvelle génération, maintenant, il ne faut même plus être 30 ou quadra, c'est déjà des vieux. Macron est vieux par rapport à vous. Et si vous voulez que je vous inquiète, Martial, je veux vous dire que je vieillis, puisque moi-même, au début j'avais 20 ans, donc j'étais plutôt dans la moyenne d'âge des volontaires, et maintenant je me sens un peu âgé quand j'assiste aux conversations et quand on arrive en mission. C'est donc des générations qui durent, qui se succèdent et qui fonctionnent. On arrive au mois d'été, on monte à 150, 160 volontaires sur le terrain au Proche-Orient, des très jeunes, notamment ceux qui sont en période d'études, et ça ne va qu'en progressant. Je crois donc que quand on propose de beaux défis à la jeunesse française, et même à tous les Français, eh bien ils y adhèrent, et quand on leur propose la médiocrité, ils ne font pas grand-chose. C'est le succès d'SOS Chrétiens d'Orient que ce défi est d'essayer de proposer de nobles causes. Les actions là, j'ai vu une action, j'ai reçu le papier chez moi. Félicitations. Oui, ça veut dire que je suis donateur. Karakoche, si nous ne reconstruisons pas aujourd'hui, demain c'est la mort de cette cité chrétienne. Karakoche, en quelques mots, c'est quoi? C'est qui? Alors Karakoche, je vais prendre plus que quelques mots, parce que j'ai un sentiment. Là-bas, c'est qu'on mangeait des glaces dans Karakoche avec Charlotte Dornelas, que vous connaissez bien, 6 mois avant que ça tombe aux mains de l'organisation État islamique. Karakoche était la principale cité de la plaine de Ninive, qui est la grande région chrétienne, qui était le havre de paix des chrétiens en Irak, et qui est tombée aux mains de l'organisation État islamique, après que cette organisation a pris la ville de Mossoul. La communauté internationale n'a pas bougé, les chrétiens ont dû partir en exil, ils n'ont pas pu rester sur la terre de leur père, et 4 jours après que la ville a été prise, SOS Chrétiens d'Orient était sur le terrain, puisque Arthur Dutertre a pris l'avion tout de suite et s'est rendu à Erbil pour accueillir les réfugiés. Parfait. Écoutez, on va parler de SOS Chrétiens d'Orient. Je vais vous donner tout de suite la parole. Peut-être à Emmanuel Alibert. Quand les Républicains disparaissent, vous aurez sûrement votre mot à dire. Emmanuel est brocanteur, mais aussi l'ancienne attachée de presse d'Alain Juppé. L'un allant avec l'autre. Légèrement reproché sur les réseaux sociaux, l'un allant avec l'autre. Vous l'avez parfaitement raison. Allez, Emmanuel, à vous de poser votre première question. Alors, je vais aller très vite, parce que avant de vous poser une question, d'abord, je voudrais vous rendre hommage, pour ce que mon hommage vaut quelque chose. Mais je trouve que vous êtes une association formidable, que vous êtes courageux, vous êtes volontaire, vous êtes idéaliste. Ça sent mauvais, là, ça sent mauvais. Non, qu'on a besoin de gens comme vous qui élèvent. Jamais été comme ça. Voilà. Jamais on a changé. Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans le jugement. J'ai vu qu'il y avait eu un débat absolument débile par un évêque en France que je trouve stupide. Vous avez une réponse extrêmement humble, extrêmement formidable. Moi, je serais montée au créneau tout de suite en gueulant comme un hareng, mais enfin, sans voilà. Blague. Sans blague, bref. On ne croit pas. Donc bravo, vous transformez la boue en or. On a besoin de gens comme vous. Et vous êtes le rempart des Français qui quittent le pays pour faire le djihad. Vous faites votre djihad à vous, mais face à un idéal de haine. La question, Emmanuel. Vous proposez un idéal de vie, donc merci beaucoup. Ma question, c'est comment faites-vous pour garder votre enthousiasme et votre foi en vos projets
quand ce que vous avez bâti avec tant de peine localement peut être balayé d'un revers de main, d'un revers de drone, je pourrais dire, par une décision politique arbitraire qui est prise bien au chaud dans un bureau confortable à des milliers de kilomètres de là. Et c'est une question qui est très importante. C'est une question qui mobilise à la fois les volontaires. Pourquoi partir alors qu'on est peu de choses ? Des volontaires de 20 à 30 ans ne vont pas changer l'ordre des choses au Proche-Orient, ce n'est pas vrai. Pourquoi donner à SOS Chrétiens d'Orient alors même que... un État peut à lui seul faire ce que nous ferons en 5 années avec un trait de budget. Mais je crois qu'il y a 2 réponses à ça. La première, c'est que c'est la vocation de notre pays. Et ça, c'est quelque chose auquel nous croyons vraiment. Alors, il y a la posture un peu romantique, ceux qui pensent que c'est Saint-Louis qui nous a donné cette mission, d'autres qui se souviennent que Napoléon III intervenait dans les années 1860 pour réduire les persécutions faites aux chrétiens. Et je pense que quand nous allons au Proche-Orient, en fait, nous exerçons notre mission de Français. Je pense que c'est un devoir intemporel, difficile à décrire, un peu évanescent parfois. Eh bien, quand nous y sommes, nous sentons que nous sommes à notre place. Et ça, c'est un premier élément. Évidemment, quand on fait son devoir de Français, l'enthousiasme demeure. Le deuxième élément, c'est le sourire des gens que nous aidons. Nous inaugurions au début du mois de septembre le premier lycée catholique de Bagdad depuis l'invasion du pays par les Américains en 2003. C'est la première fois qu'une association confessionnelle arrive à reconstruire à elle seule un lycée. Vous imaginez quand à 25 ans, à l'époque j'avais 25 ans encore, vous inaugurez un lycée dans Bagdad. C'est un enthousiasme, une joie qui est débordante, une grâce, puisque nous sommes croyants. Et c'est très très important pour nous de voir tout ça. Donc à la fois le fait de faire notre devoir, et puis quelques petites rétributions personnelles grâce à la joie et au partage que nous faisons. Et l'expérience de vie. Je suis devenu un amoureux du Proche-Orient que je ne connaissais pas du tout. J'en partage mon amour dans des chroniques, notamment dans Poetic Magazine, et je crois que les gens peuvent sentir à quel point on aime ces pays, on aime ces gens, on aime ces civilisations. Tout ça nous donne du baume au cœur. Donc, je comprends très bien votre question, et en fait, quand on est sur le terrain, on se la pose peu. Stéphanie, autre femme ce soir, présente parmi nous à Terre et Famille, quelques kilomètres pour nous rejoindre. On en a fait 110 cette fin de semaine pour aller de Paris à Chartres, donc à pied. Donc c'est peu de dire que les quelques kilomètres qui nous séparaient du métro étaient strictement rien au regard. Négligeable. Stéphanie. Et une question très courte, je sais que ça va vous faire plaisir, Martial, d'être courte. En fait, dans ma question. Ça devient long, là, du coup. C'est la fatigue. Allez-y. Qui a intérêt, d'après vous, à faire disparaître, à éradiquer les chrétiens d'Orient ? La question du qui est très compliquée à poser, puisqu'elle masque des responsabilités. Il y a des responsabilités qui sont internes au monde des chrétiens d'Orient. La difficulté de l'unité, qui est rappelée régulièrement par les papes, est une réalité, une vraie difficulté. Il faut se souvenir que des églises orientales se massacraient entre elles il y a encore un siècle ou un siècle et demi. Il y a évidemment les puissances régionales qui parfois génèrent des conflits qui n'ont peu de sens ou pas de sens. On peut penser à toutes les puissances de la région, le Golfe, bien sûr, qui finance souvent et de manière massive les islamistes. On peut penser à quelques réactions, par exemple, de l'État d'Israël, dont on ne peut pas comprendre les politiques au Liban régulièrement, par exemple. Hervé de Charette, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, a décrit avec beaucoup de brio l'opération Raisin de la colère et comment la France, qui était encore courageuse en diplomatie à l'époque, avait réussi à régler une partie de la situation. Il y a donc l'intérêt des États, qui est en fait très classique, qui est vieux comme le monde, les difficultés des personnes, et puis il y a, je crois, cette question du manque de sens. La mondialisation fait beaucoup de mal aux chrétiens d'Orient. On le dit de manière un peu provocatrice, mais c'est vrai, la télévision satellite a fait plus pour l'émigration des chrétiens d'Orient que l'organisation État islamique. On leur vend une sorte de haine de soi, aussi là-bas, de mépris pour ce qu'ils sont, de perte de sens. Et donc, évidemment, ils ont envie de partir à l'étranger. Et parfois, dans des réflexes qui sont complètement délirants. Quand, par exemple, certains intellectuels catholiques appellent à des migrations sans restriction, eh bien, les chrétiens d'Orient les écoutent, ils partent. Ils vont parfois dans le Caucase, en Géorgie ou en Arménie. Mais que se passe-t-il ? En Géorgie ou en Arménie, on vit moins bien qu'au Proche-Orient. Le niveau de vie moyen est inférieur, les services publics sont inférieurs. Et donc, il y a une sorte de serpent qui se mord la queue avec toutes les banalités du siècle, toutes les idéologies du siècle qui y concourent aussi. Donc, le qui est une question qui est difficile parce qu'elle masquerait la responsabilité qui est collective. Et je crois également qu'il y a quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler, et on en parlera dans la suite de l'émission d'ailleurs, c'est le fait que parfois des Français de papier, des Français de fraîche date partent
combattre la présence des chrétiens d'Orient au Proche-Orient, et qu'il y a donc aussi une démission nationale dans le fait que ces Français, ou ces ressortissants dits français, puissent exister et porter les armes contre ceux que nous devrions protéger. Francis Bergeron, vous êtes là. Vous avez perdu, excusez-moi. Le studio est tellement grand que vous avez perdu. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Je pensais que vous étiez arrivé en trottinette jusqu'à nous, mais je m'aperçois que devant le présent d'aujourd'hui, trottinette partout, sécurité nulle part. Donc, non, vous avez pris quoi, le métro ? Oui, absolument. Bon, me voilà rassuré. Oui, non, je crains la trottinette. Vous craignez la trottinette, oui. Voilà, à nos âges, c'est normal. Alors, quelle est la question que vous vouliez poser à... Alors d'abord, je voudrais rendre un hommage aux héros anonymes, mais là, on ne parlait pas des 1700 volontaires français de votre association, on parlait des jeunes gens qui sont morts, effectivement, au large des Sables d'Olonne. Vous avez une publicité à faire encore, n'hésitez pas, l'abonnement, parce que là, c'est le moment ou jamais. C'est tout. La question que je voudrais poser, alors, je voudrais un petit peu tempérer l'enthousiasme d'Emmanuel à l'égard de SOS Chrétiens d'Orient, parce que je me dis, au fond, pourquoi avoir créé cette association alors qu'il existe déjà des bonnes associations, me semble-t-il, ou me semblait-il, mais je vais peut-être être démenti, mais je pense à l'œuvre d'Orient. À l'œuvre d'Orient, je pense aux chrétiens en détresse. L'aide à l'Église en détresse. L'aide à l'Église en détresse. Oui. Peut-être au CCFD, d'une certaine manière. Bien sûr. Je me dis que... L'ordre de Malte, bien évidemment. Je me dis que, est-ce que l'action d'infiltration, pas d'infiltration d'ailleurs, de participation à ces œuvres-là, qui sont reconnues, qui sont puissantes, qui sont soutenues par l'Église, par les évêques, par le Vatican, est-ce que ça n'aurait pas été plus payant et plus rapide que de créer de rien, avec des jeunes gens pleins de bonne volonté, mais de rien, une association de terrain comme la vôtre? Oui, c'est une question qui est complètement légitime et à laquelle on peut répondre. D'abord, il n'y a pas d'association en trop au Proche-Orient. Ce serait comme un petit peu avoir la réflexion sur le temps de travail et les 35 heures, vous savez. Si on baisse le temps de travail, le travail se diviserait. Ben non, nous on pense qu'au contraire, c'est par l'augmentation de la participation des gens dans l'aide aux chrétiens d'Orient qu'on génère de nouveaux dons, de nouveaux engagements et donc des aides supplémentaires. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, sur la qualité du travail qui est effectué par les autres œuvres, je veux le reconnaître, la première œuvre catholique qui aide au Proche-Orient de manière massive, c'est l'aide à l'Église en détresse, dont on ignore trop, je crois, la somme qu'ils donnent chaque année au Proche-Orient, notamment en Irak, où ils arrivent, par exemple, je crois, à 4 ou 5 millions d'euros cette année distribués en Irak. C'est donc des sommes énormes, mais c'est un travail qui est extrêmement bien fait. Quelle est l'originalité? Qu'est-ce que SOS Chrétiens d'Orient apporte de supplémentaire? D'abord, l'incarnation dans l'action. Et je pense que chez Présent, on a l'incarnation à cœur, puisqu'elle est au cœur de la doctrine que nous partageons tous. Nous sommes présents au quotidien auprès des chrétiens d'Orient. Et ça, c'est notre originalité. Nos volontaires vivent 24 heures sur 24 dans les pays à partir desquels nous parlons et dans lesquels nous travaillons. Ça change tout. Quand vous croisez des gens pour aller acheter votre pain, alors qu'il est un peu différent du pain français, j'en conviens. Quand vous êtes moins bon, il est moins bon. C'est vrai. Quoique, il y a des pains libanais qui sont de bonne qualité. Eh bien évidemment, vous avez un ressenti qui est différent, une implication dans le pays qui est différente. Et par ailleurs, vous percevez beaucoup mieux le témoignage des chrétiens d'Orient. Nous témoignons de ce qu'ils vivent sans édulcorer d'une certaine manière leurs propos, parce que nous comprenons mieux la manière dont ils évoluent du fait de cette présence permanente. Et pourquoi est-ce que nous la comprenons mieux? Parce que quand on vit auprès de ces églises, on comprend les interactions politiques, les imbrications sociales dans lesquelles ils sont. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que je crois que nous avions aussi une volonté de faire une association qui ressemblait un peu à cette génération post-Manif pour tous. C'est public, nous le disons régulièrement avec Benjamin Blanchard, nous sommes rencontrés en garde à vue suite aux manifestations d'opposition à la loi Taubira. Ça crée des liens. Et donc, dans la manière de communiquer, dans la manière d'agir, dans la manière de travailler, évidemment, il y avait des procédés, des méthodes qui différaient un peu de ce que faisaient des œuvres plus anciennes, plus sages peut-être par certains aspects, mais parfois moins efficaces dans d'autres domaines. Donc, Un grand coup de jeune, c'est ça, on peut dire quand même.
C'est pas méchant de dire que l'œuvre d'Orient n'avait pas 1700 volontaires, c'est pas méchant de le dire, c'est pas irrespectueux à l'égard de Gollnisch. Vous savez, il y a des gens qui sont passionnés par le fait de scruter qui balance des trucs dégueulasses sur SOS Chrétien. Voilà, ça je sais pas. Simplement, Joker. pour dire. Voilà. La famille Gollnisch, je choisis pas. Voilà. Donc, Moi non plus, aucun. Allez, on passe à Nicolas Gauthier. a toujours soutenu SOS Chrétien d'Orient. Bruno. Oui, tout. Il y a des lettres publiques. Alors, Nicolas Gauthier, Bouvard-Voltaire, on est content de vous retrouver avec votre écharpe. Moi aussi. C'est dire qu'on est Vous avez beaucoup. pleinement solitude. Défendre les chrétiens d'Orient, c'est une juste cause. Mais toutes ces guerres à répétition qui sont menées par les USA en général, au nom d'un Occident qui, en Orient, est perçu comme chrétien, est-ce que ça ne contribue pas aussi à créer un chaos dans des pays musulmans où jusque-là, globalement, les chrétiens vivaient à peu près de manière tranquille? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas en train de maudire les effets dont on chérit les causes? C'est une très belle Alors, question. si vous aviez posé la première question, j'aurais répondu, la réponse est oui, et je n'avais pas grand-chose à ajouter. Est-ce que... Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un sentiment de non-participation des peuples à leur politique étrangère. Est-ce que les Français sont d'accord quand nous allons prétendre apporter le Charles de Gaulle pour bombarder la Syrie au lendemain de la prise de Maaloula par Al-Qaïda? Ce n'est pas les peuples que je mettais en cause, mais les gouvernements. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, les gouvernements, notamment le gouvernement français, a une politique délirante au Proche-Orient depuis un certain nombre d'années. Une politique de suivisme des États-Unis, une politique de recherche de contrats de manière unilatérale avec un seul pays dans la région. Donc, évidemment, tout ça ne va pas. Ça, je veux bien le croire. Deux guerres américaines menées en Irak, il y a de quoi énerver aussi certaines populations. Bien sûr, ça je suis tout à fait d'accord. Après, l'énervement signifie deux choses. Qu'un citoyen irakien normal soit énervé, désolé, on le voit très bien en Irak, où on ne construit pas complètement sa maison, on attend qu'elle soit détruite, donc on ne va pas finir la peinture, par exemple. Des choses toutes bêtes comme ça. Ça, j'en conviens parfaitement. En revanche, expliquer uniquement par ce facteur la radicalisation islamique de la région, ça me semble méconnaître d'autres facteurs qui sont importants, notamment le processus de radicalisation du monde islamique, notamment par des prédicateurs bien connus, soit qataris pour certaines obédiences, soit saoudiennes pour d'autres. Donc oui, vous avez raison, évidemment, elles exploitent ce terreau, c'est indéniable, et évidemment, l'inaction de la communauté internationale sur certains aspects est très étonnante. J'en veux pour preuve un seul exemple. Vous savez qu'en politique étrangère, on dit que quand on lit le Washington Post ou Foreign Affairs, désolé pour mon accent catastrophique, on lit quasiment le département d'État américain. 3 mois avant la chute de Mossoul, ces journaux parlaient encore de militants sunnites pour désigner l'organisation État islamique. Dont tout le monde savait, ou dont tous les experts savaient, quelle était l'idéologie. Donc évidemment, il y a cette confusion, ces questions qui vont parfois amener à tous les doutes, à toutes les interrogations, et je le comprends parfaitement. Je crois que la meilleure manière de combattre ces doutes et ces interrogations, c'est d'aller au Proche-Orient, de les comprendre, de connaître, de voir comment ces gens évoluent, vivent, et aussi de voir quelles sont leurs limites, de voir quelles sont parfois leurs tendances à l'explication par l'étranger de leurs propres faiblesses. Voilà ce que je peux vous répondre à peu près. On poursuit. Romaric Sangars, le représentant Monsieur Culture du journal L'Incorrect, qui titre Steve Bannon contre-attaque, la droite doit rendre coup pour coup, dit Steve Bannon dans L'Incorrect. Votre question? Eh bien, vous avez commencé cet entretien en rappelant justement la mission protectrice des chrétiens d'Orient initiée par Saint-Louis de la France. Pour revenir là-dessus, est-ce que ça a créé, est-ce que c'est quelque chose de sensible? Est-ce que ça a créé des liens particuliers? Est-ce que il y a une histoire particulière? Est-ce que c'est ressenti là-bas? Est-ce que ça demeure encore dans l'esprit français? Alors oui, mais malheureusement, c'est en pleine déperdition. Par exemple, au Liban, la francophonie recule d'année en année, c'est terrible. J'en parlais avec Bernard Anthony, qui connaît bien la région. Lui-même constate à chaque fois qu'il y va le recul du français. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi est-ce que le français recule? Parce qu'on a une politique étrangère de soutien à ce genre d'institut qui est très faible et qui est très peu forte. Par ailleurs, un exemple très simple. On a invité l'équivalent de Conchita Wurst pour le 14 juillet à la résidence des Pins au Liban, il y a 2-3 ans.
Évidemment, au Proche-Orient, Conchita Wurst, c'est pas la panacée culturelle qui est... Ils n'aiment pas les barbus. C'est une manière de le voir. Donc, évidemment, tout ça n'aide pas à ce que la France soit encore bien vue. Je crois qu'on peut s'appuyer sur 3 réseaux. Le premier, ce sont les congrégations qui tiennent des écoles et qui font beaucoup pour l'enseignement du français. Et là, évidemment, vous savez qu'on vit dans le pays de la loi de 1905, donc on ne soutient pas les œuvres religieuses, on crée des missions laïques ridicules pour les contrer, etc. Donc le jour où on arrive à sortir de cette hypocrisie totale, eh bien, on pourra soutenir le français par les établissements religieux qui le transmettent depuis des générations. Deuxième élément qui peut appuyer ça, c'est l'amour dans les élites de la culture francophone. Ça, c'est encore très sensible. J'ai bu mes meilleures bouteilles de rouge au Liban, dans certaines grandes familles libanaises qui sont très fières de vivre à la française et de le montrer. Et ça, c'est important. Si c'était exploité correctement, ça pourrait donner des merveilles. Prenons une famille qui est bien connue, je pense, des téléspectateurs de TV Liberté, les Gemayel. Les Gemayel sont très très peu reçus à l'ambassade de France, à la résidence des Pins. Vous voyez peu de photos. Notre ambassadeur actuel au Liban aime beaucoup montrer ses selfies. Vous voyez très peu de photos avec les Gemayel, qui sont des francophiles, quoi qu'on pense de leur position politique au Liban, depuis des générations. Donc une politique à destination des élites, ça me paraît très important. Et troisième élément, c'est qu'évidemment, le jour où on retrouvera une politique arabe de la France, eh bien, nous aurons des gens qui nous suivront. Si nous avons une politique semi-américaine teintée de diplomatie féministe à la Marlène Schiappa, personne ne nous suivra. Allez, on poursuit et on conclut avec vous, Philippe Ménard, le rédacteur en chef de Politique Magazine, qui titre ce mois-ci Bioéthique vers l'inconnu. L'inconnu va nous amener à voter la loi de la PMA pour toutes les femmes. Ça sera en septembre prochain, l'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que vous avez une question néanmoins à poser à notre invité Charles de Meyer? Oui, les jeunes catholiques, certains d'entre eux en tout cas, disent qu'il manque un parti où s'engager. Les vieux catholiques votent pour Macron, les jeunes catholiques, on ne sait pas où ils votent. Bellamy est à mi-chemin entre la vieillesse et la jeunesse. Est-ce que SOS Chrétien... Non, mais il est vieux dans sa tête. Et est-ce que SOS Chrétien d'Orient n'est pas en fait le parti, le mouvement dans lequel les jeunes catholiques français, avec tout ce que vous avez dit, pourraient s'engager en catholique, pour des catholiques, par des catholiques, et même au-delà du strict confessionnel, pour le Moyen-Orient et pour tous les... Pour une cause, quoi. Pour une cause qui dépasse en fait ce que la France leur offre et ce que Macron leur offre, ce que Bellamy prétendait leur offrir. Vous entendez ce que dit Emmanuel Lambert? Je crois qu'il faut... J'ai l'impression qu'elle était en train de faire l'éloge de quelqu'un, mais j'ai pas bien compris. En fait. Pas de vous. Je disais pitié, ne vous engagez jamais en politique. Non, mais je suis en train de dire le contraire, Emmanuel. C'est pour ça qu'elle dit pitié, ne vous engagez pas en politique, car vous lui dites il faudrait faire des SOS Chrétiens d'Orient. Non, absolument pas. Moi j'ai compris ça aussi, alors pardon. On va parler clairement. Mais je parle clairement. Mais Charles, vous qui êtes intelligent et qui avez compris ma question. Alors, en fait, la synthèse. Martial est débile, donc. Mais pas du tout, pas du tout. Je me suis exprimé maladroitement, Martial. Merci de m'avoir invité dans votre émission qui est excellente. Je pense que votre réflexion est exacte. Elle a notamment été faite par des journalistes qui étaient assez contraires ou opposés à ce que nous essayons de faire. Ils notaient que chez nous, on avait un peu tout l'éventail du catholicisme français et qu'on a beaucoup dépassé d'ailleurs depuis lors. Je crois qu'on est à une dizaine de baptêmes depuis le début de l'association, beaucoup de conversions. C'est beaucoup mieux qu'Erasmus. Presque aussi bien que tourner manège. Donc à Erasmus, on cherche à faire des enfants. Là, on les baptise. Peut-être qu'il y aura des enfants grâce à SOS Chrétien d'Orient, qui sait. L'intérêt des SOS Chrétien d'Orient pour cette jeunesse, c'est qu'elle lui donne un objectif qui est concret. Elle lui donne un objectif qui est atteignable et elle lui montre qu'elle peut participer à faire de grandes choses malgré tout le sentiment d'écrasement qu'il y a et dont on parlait tout à l'heure sur les politiques orientales. Et je crois qu'elle interloque un petit peu. Quand on a commencé à arriver dans le paysage, j'arrivais un peu hirsute, mal peigné comme ce soir, dans le bureau des ambassadeurs. Ça s'est pas vu. Ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on venait faire là. Et puis petit à petit, ils ont appris à nous accepter. Ils ont vu qu'on était des acteurs majeurs sur certains terrains et des acteurs incontournables. Je pense par exemple au terrain syrien. Eh bien, je pense que c'est très significatif pour cette jeunesse-là de se rendre compte que en Syrie, nous pouvons aller contre les consignes de notre gouvernement,
contre la propagande médiatique, contre ce qu'on essaye de nous faire croire des chrétiens syriens, avoir un effet positif et provoquer des débats en France. Je me souviens de SOS Chrétiens d'Orient, dans les premières pages du Monde, interrogeant comment des jeunes gens qui arrivent à aller contre le Quai d'Orsay, enfin, c'était très fort. Et je pense que c'est très bien pour cette jeunesse catholique-là. Et évidemment, elle doit participer à rayonner sur le reste de la société, et SOS Chrétiens d'Orient y encourage totalement. On développe de plus en plus le fait d'accompagner dans leurs actions nos jeunes volontaires qui sont sortis du terrain, qui reviennent. Ils sont 1700 aujourd'hui. Imaginez si même 10% de ces 1700 mènent un projet humanitaire, social, intellectuel, culturel, l'efficacité que nous pourrons avoir sur la société. Et imaginez aussi ce que nous montrons face à d'autres jeunesses et à d'autres parties de la société qui refusent de s'engager pour le bien commun comme cela. Et je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut adresser à ceux qui se demandaient où nous irions. Quant au fait que leur engagement soit politique, je le crois en partie. Ce sont des militants de la cause des chrétiens d'Orient. Ce sont des militants de cette cause-là. Et donc la prochaine fois qu'on nous dira que envoyer le Charles de Gaulle pour bombarder la Syrie et aider des rebelles pseudo-démocratiques à détruire le pays, je pense qu'ils refuseront tout cela. Et je pense qu'ils participeront au fait de dire que le peuple français refuse ce genre de politique et ils agiront. Voilà. Action, association, la vraie politique, l'association en plein développement. Eh bien, on va parler tout de suite d'une association en plein développement, puisqu'il s'agit des Républicains, et on va se poser la question de savoir s'ils vont disparaître du paysage politique français. Si les Républicains disparaissaient? La disparition des Républicains du paysage politique est une hypothèse partagée, si l'on en croit les sacro-saints sondages, par une grande majorité de Français. Ce parti de gouvernement se retrouve sans leader, assommé par son échec des européennes et victime d'un possible rétrécissement idéologique. Déserté, moqué, bousculé, fini, la droite classique est à la croisée des chemins. Et si les Républicains disparaissaient? Charles de Meyer. C'est une question existentielle, je veux dire, on est arrivés tous, il faut dire, avec un peu le cœur serré, et puis on était très tendus parce qu'on a cette question qui est latente et à laquelle il faut apporter une réponse ce soir. Et si les Républicains disparaissaient? Est-ce que déjà, il faut se féliciter de cela? Quel est votre point de vue? Je pense que se féliciter, c'est un très vieux monde. En fait, on s'en moque qu'ils disparaissent ou non, les Républicains. C'est pas tellement le sujet. Enfin, moi, la manière dont je le ressens, c'est pas tellement mon sujet. Savoir si je préfère voir François-Xavier Bellamy porter des idées que Julien Drey, ça me paraît évident. Je préfère François-Xavier Bellamy. J'ai donc pas de lutte absolue à avoir contre les Républicains. Non, ma question, c'est quand est-ce qu'on retrouve une droite intelligente dans notre pays? Et ça me paraît très intéressant et très important. Pour ça, je vois deux choses. Je ne suis pas engagé dans des mouvements politiques. Le fait de rétablir le fait que nous ayons des filiations intellectuelles. On ne peut pas continuer à vivre avec une sorte de modus operandi excluant toute pensée de droite, toute réflexion de droite, laissant aux auteurs de droite le droit d'aller au pilon, comme on l'a vu pour Maurras, par exemple, lors des dernières questions, ou le droit d'être complètement ignoré. On connaît n'importe quel penseur pseudo-anarchiste de la fin du 19e, mais plus de rien de Blanc de Saint-Bonnet n'est publié en France. Et ça me paraît essentiel pour reconstruire demain une partie du champ politique. Le deuxième élément, c'est que moi je ne sais pas si les Républicains vont disparaître suite à ce scrutin. En revanche, je vois que la légitimité de ce scrutin continue à ne pas apparaître. Il y a toujours plus de 20 millions de gens qui refusent ces élections. Ceux que je connais et qui maîtrisent un peu la vie politique, je pense à un maire du Sud-Est par exemple, me disait toujours en fait, il faut que tu comprennes que c'est la télévision qui fabrique les élections. Et aujourd'hui, on n'est pas dans un processus démocratique, on est dans un processus de sélection télévisuelle. On crée des partis, on crée des figures, on crée une jeune femme de 13 ans qui fait de la politique pour faire monter les écolos dans l'ensemble de l'Europe. Et puis ensuite, on fait baisser un tel. Yannick Jadot, qui fait 2% aux primaires de la gauche, soudain fait 13%. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a pas de prise avec le pays. On sort d'une crise sociale
sociale majeure avec les Gilets jaunes, c'est pas du tout évoqué pendant les élections. Tout ça n'a aucune prise. Enfin, et donc pour moi, en fait, que les Républicains disparaissent ou pas, finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va réapparaître, qu'est-ce qui va permettre de refaire de la politique en France avec une majorité du pays, c'est-à-dire sans mettre de côté 20 millions de personnes dans notre pays, et avec des idées qui dépassent un peu le fait de savoir si Jean-François Copé est plus brillant que Yannick Jadot, parce que ça, franchement, ça m'intéresse pas. Oui, mais enfin, quand même, quand on parle de rétrécissement idéologique, on voit bien, on a dit par exemple, ça a été relevé par l'un d'entre vous que... C'est une disparition idéologique. Ah, mais oui, mais d'accord, mais quand on dit par exemple, tiens, les jeunes catholiques, pas les jeunes forcément, 37% des catholiques ont voté pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'ils ont voté pour la PMA, puisque ça y est, ils l'ont, c'était inclus dans c'était un paquet préparé à l'avance, donc hop, maintenant ils l'ont, ils ont la légitimité, entre guillemets, pour la faire. Vous dites pas que c'est quand même là aussi un combat de perdu? Pour vous qui vous dites jeune, catholique, engagé, je ne me dis pas jeune. Non, à 26 ans, vous pouvez vous dire jeune, parce que si vous ne dites pas jeune à 26 ans, moi je n'aurais pu dire quoi que ce soit concernant certains autour de cette table. Vous voyez bien que je vieillis. C'est pour ça que je vous ai invité. Ce qui me paraît important à dire, c'est que je sais que Christophe Barbier vous regarde beaucoup, Martial, mais vous faites la même erreur que pourtant, lui. C'est Nicolas Gauthier qui porte l'écharpe. Lui, c'est toujours une écharpe rouge, ça manque un peu d'imagination. Vous faites la même erreur que lui, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que les catholiques ont voté à 67%. Aujourd'hui, les Français ont majoritairement refusé de voter à ce scrutin. Ce qui ne permet pas d'estimer ou d'analyser le score des catholiques en soi. Premier élément qui me paraît tout à fait objectif et qui n'est jamais rappelé. C'est-à-dire que beaucoup de catholiques, à mon avis, ne sont pas allés voter. Ouais, c'est pareil. Premier élément. C'est pas mieux. Hein, c'est pas mieux. Aller voter Macron ou pas voter. Enfin, il y a quand même des sondages assez précis qui disent que plus les catholiques sont pratiquants, plus ils votent Macron. Et Martial parlait de la PMA, mais il y a la GPA qui arrive dans le wagon d'après, quoi. Oui, ça, j'y viens bien volontiers. Deuxième élément, évidemment, si on veut le vote des catholiques, il faut demander le vote des catholiques. Si on fait de la sociologie électorale de base, si on veut parler aux catholiques, je pense que certains partis veulent leur parler, eh bien, il est important de faire monter des figures qui ressemblent à des catholiques ou qui parlent à cet électorat-là. Et ça, ce serait dans le cas de Bellamy, c'était ça qui était prévu. Il essaie de le faire. Et Macron, la liste Macron arrive en tête à Versailles, à Fontainebleau, Rambouillet, dans l'Ouest parisien. Tous les fiefs catholiques ont voté Macron, ils n'ont pas voté Bellamy. On ne peut pas expliquer que Bellamy est allé pêcher le vote des catholiques en expliquant qu'il préférait Juncker, qui est catholique à peu près autant que je suis sardine à l'huile. Bon, il préférait aussi Macron, Marine Le Pen. Oui, merci. On parle de la mort de la droite, enfin de ce qui en tient lieu, mais c'est pas de la mort, c'est du suicide. Et non, mais en fait, vous avez posé la bonne question. C'est pas la droite. Enfin, on appelle ça la droite, mais enfin, c'est une espèce d'abus de langage absolu. C'est une imposture. En quoi est-ce que Bellamy, qui explique qu'il est pour l'Union européenne, en quoi est-ce que Bellamy, qui appartient au parti de Pécresse et Larcher, fait partie de la droite? Parce que je m'apprêtais à être vraiment insistant. Le macronisme, enfin, disons, le courant macroniste est en train d'appliquer, ou en tout cas, c'est ce que montre l'annonce notamment d'Édouard Philippe aujourd'hui, il est en train d'appliquer un programme économique après avoir transformé au moins partiellement les lois sociales, est en train d'appliquer un programme de droite, ou en tout cas un programme qui a toujours été celui des mouvements de droite, qui est d'ailleurs un programme également approuvé par les organisations professionnelles patronales, par les syndicats de salariés dits réformistes, à la différence des syndicats révolutionnaires, enfin dans notre schéma. Le vrai problème de cette droite qui disparaît aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons un macronisme, un courant macronien qui est de droite sur le plan économique, qui est de gauche sur le plan je dirais sociétal, qui est de gauche sur le plan des valeurs, sur le plan de tout ce qui fait l'histoire de la droite, et que dans ce schéma-là, les Républicains n'ont plus leur place, puisqu'ils ne sont pas... Francis, à propos de cette droite-là, c'est François Mitterrand qui l'a le mieux décrite. Hein, cette droite, elle n'a pas d'idée, mais elle a des intérêts. Effectivement, et le vote des anciens électeurs, des Républicains, c'est-à-dire du RPR, de l'UDF et tout ça, ils votent Macron. Oui, mais il y a des périodes où les intérêts prennent le pas sur les idées, d'autres périodes où les idées existent. On a eu, lorsqu'il y a eu les manifs pour tous... Il n'y a plus d'idées à droite depuis au moins 30 ans, il n'y a que des intérêts à droite depuis 30 ans.
important. Merci. Dans la manif pour tous, il y avait quand Merci. même un énorme bataillon de députés UMP ou de députés... énorme. Non, il y a un... pas il y a- Ils sont tous reniés. Sauf que dans la bataille à Ça, c'est droite, autre chose. personne ne voulait Ils prendre ont- la manif pour tous. Ils l'ont C'était trop abandonné. dangereux. Et aujourd'hui, on nous dit, vu de droite, on nous dit, mais est-ce que c'est de la droite? Ça, c'est plus de la droite, et d'ailleurs, ça n'existe plus. Mais on nous dit, la PMA, on s'est trompé, l'avortement, on s'est trompé, le mariage gay, on s'est trompé, et donc, c'est un reniement de tout ce qui n'était pas économique. Non, mais et Geoffroy finalement, Didier l'aspect se- économique nous suffit. Non, Voilà, mais voilà le Geoffroy discours. Didier se Geoffroy Didier se Didier. renie. Mais Eh ben oui. l'immense majorité des bah non, élus UMP transformés en LR ne se renie pas. Et vous avez vu, et merci, on avait la multiplication des pains grâce à vous. Il y a la multiplication des députés LR dans les rangs de la manif pour tous. Mais enfin voilà, je regrette que le Seigneur les ait pris et les ait multipliés pour les disperser devant nous. Mais On parlait de Copé, il était à la manif Mais pour oui, tous. mais Maintenant, comme- il dit j'ai fait une bêtise. Mais enfin, Ils disent tous j'ai fait une bêtise. Copé, c'est pas une masse. Alors, ce que Macron est en train de poser, c'est la renaissance du parti de l'ordre et de l'argent, et dont la gauche a décidé de l'assimiler à la droite. De Gaulle, dont tout le monde se réclame, était étatiste. Ce sont les chrétiens sociaux qui étaient de droite, légitimistes, au 19e, qui ont inventé des lois que la gauche ne voulait pas voter contre le travail des enfants, contre le travail des femmes, contre le travail du dimanche. C'est la droite royaliste. hein. Mais c'est la vraie droite. Voilà, Blanc de Saint-Bonnet, voilà, voilà, Berryer, une droite proche du peuple et pas une droite proche de l'argent. Mais ça a 100 ans. Pas la droite de Juppé. Ça a 100 ans, ça a 1000 ans, mais mais- Juppé aussi, je crois mais non, que le Juppé est problème, un ça n'est sépulcre blanchi. absolument pas... Philippe, on va laisser parler ça n'est Emmanuel, on va absolument laisser pas parler Stéphanie. un problème d'idées. Les idées, elles sont là. C'est un problème de reconnaissance. C'est un problème de, comme dirait Pierre Gentilly, de aux chiottes les boomers. C'est-à-dire qu'on a un plafond de verre des hommes politiques qui font que la vieille génération n'a pas laissé la jeune génération monter. Les Républicains disparaissent, youpi joie, mais le PS a disparu. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, Benoît Hamon, Montebourg et compagnie? Il n'y a plus personne au PS. Les Républicains, Pécresse-Wauquiez, terminé. Il reste quoi? Il reste Macron, qui est un enfant de François Hollande, qui a siphonné tous les juppéistes, donc toujours chez les vieux dinosaures, et puis il reste la mafia Le Pen. Voilà. Mais on est toujours sur des vieilles figures. Ils sont où, les jeunes, en politique? Alors, les nouvelles idées? Il y avait Bardella, il y avait Bah, Manon Aubry, Bardella, il est un avait Bellamy, pantin, est un pantin avant que Marion Maréchal Le Pen revienne. Non, on peut pas dire ça. Enfin. Manon Aubry est jeune, Quatennens, ou je sais pas comment il s'appelle, le mec de les filles. Quatennens, c'est pas mal. Voilà, le crétin Mais du PC aux européennes, ils sortent qui l'épouvantail hurlait des sur les jeunes, 70 ils les 000. foutent dans un bureau très très loin, et puis on est tranquille pour les présidentielles. On revit la finale de Roland-Garros. Voilà, c'est Nadal, c'est Djokovic, c'est Federer, ça fait 15 ans. Voilà. Oui, mais sauf que si on file la métaphore de la finale de Roland-Garros, on voit que Thiem y perd. Pourquoi? Parce qu'il joue le même jeu que Nadal. Et Parce donc, qu'il est nous- crevé. et- bon, Il est crevé. On va pas faire du tennis, on va pas Non, faire mais des il joue l'Autriche. Mais il joue le même jeu que Nadal. Et le festival de Cannes aussi, c'est intéressant. Et nous, si on cherche à jouer le même jeu que nos aînés, que d'autres générations, évidemment, on va perdre, parce que nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une virginité de la culpabilité. Personne ne peut m'accuser d'avoir fait la guerre Je suis d'Algérie. d'accord. On est d'accord que le problème des Républicains par rapport à vos combats quotidiens, c'est minable. Voilà. Personne ne peut m'accuser d'avoir commis des actes horribles avant d'accord. la guerre d'Algérie. Et donc ça, on peut en profiter, je pense, et ça c'est une petite mission qu'on peut se donner comme génération, pour réaffirmer plus sereinement, plus librement des idées, en étant très reconnaissant à nos aînés de les avoir portés contre vents et marées, c'est pas du tout la question. Mais Non, je merci crois de que... ne pas citer le général de Gaulle. Moi, j'en peux plus des gens qui se réclament du général de Gaulle. Quoi. Voilà. Mais on pourra ne pas citer le général de Oui, on Gaulle. pourra quand prendre on- d'autres figures. quand- C'est pour citer Blanc de Saint-Bonnet, autant on faire est de Gaulle. d'accord, on est d'accord. C'est un peu Mais plus bon, mobilisateur, quand même. C'est plus funky. Funky, de Gaulle. Il fallait voir Yvonne, parce qu'elle était funky. C'est funky parce qu'on a construit l'image funky, mais je pense qu'on peut grosse reconstruire coquille, des on images sait rien. funky d'autres auteurs. Funky veut pas dire Très coquin. important. On n'est pas obligé tout le Sinon, temps. on va Ouais. s'en sortir avec pensez, De Gaulle et pensez. Raymond Aron pendant encore 50 ans, et franchement, c'est pénible. Je suis d'accord. J'aimais bien Raymond Aron. Alors, Étonnant. Oui, je suis un petit peu étonnée parce que je ne comprends pas en fait, Stéphanie. cette définition de la droite qui consisterait à penser que la droite défend l'argent.
Alors là, moi, je tombe à la renverse parce que c'est pas du tout la définition que j'avais de la droite. Et puis, je ne comprends pas non plus. Il en existe plusieurs, chère Stéphanie. La politique de droite de Macron qui serait donc du côté économique, mais en fait vendre notre pays à l'encan, donc ce serait une politique de droite. Moi, là, franchement, pour moi, les dés sont pipés, je ne comprends pas. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement avec mon langage de paysanne. Mais pour moi, quand on est à gauche, on défend des idéologies, des utopies qui tournent forcément à la dictature. Et quand on est de droite, on défend un idéal. Voilà. Donc, il y a des idées de gauche aussi. Maintenant, l'idéal, pourquoi M. Bellamy, ce grand philosophe, devrait, justement, puisqu'il est de droite, défendre cet idéal. Or, on s'aperçoit très vite, quand on regarde la composition de sa liste aux européennes, que nous avons avec Agnès Evran, quelqu'un qui est favorable au mariage pour tous, avec Arnaud Danjean, alors là, le numéro 3 sur la liste, il est favorable il a voté les lois sur la LGBT, les lois favorisant le LGBT, l'application de la théorie du genre, et puis surtout, c'est un proche d'Hachim Tassi, le trafiquant islamiste du Kosovo. Donc Nadine Morano, et en plus jupéiste, ça rajoute rien à son palmarès. Nadine Morano qui est favorable à la GPA, à la théorie du genre. Brice Hortefeux qui est franc-maçon, qui est pour les LGBT. Je vais un peu vite. Geoffroy Didier qui est membre du Grand Orient, favorable à l'euthanasie, aux LGBT. Anne Sander qui est favorable à la théorie du genre, aux droits des LGBT. Franck Proust qui était PS, etc. Alors évidemment, mais il n'y a pas de droite. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'il n'y a pas de droite. Ces gens-là sont tous à gauche. C'est tout. C'est dit. Allez, Romaric Sangas, on ne vous a pas entendu. Non, moi je pense tout simplement... Clausewitz disait que la guerre était la poursuite de la politique par d'autres moyens. Je pense qu'on peut retourner la formule et que la politique est une poursuite de la guerre par d'autres moyens et qu'en réalité, ce qui définit véritablement les clivages, c'est une ligne de fracture, notamment quand un ennemi commun. En l'occurrence, l'ennemi commun, ça a été l'URSS dans les années 70-80, enfin voilà. Et donc ça a fait une droite qui était fondamentalement libérale, c'est-à-dire du côté des capitalistes contre les communistes. Or, cette alliance était une alliance de circonstances, c'était un consensus de circonstances qui explose aujourd'hui puisqu'il n'y a plus d'URSS et qu'on n'a plus rien à faire. Cette alliance n'a plus aucun sens. Et aujourd'hui, ce qui se passe, en revanche, c'est qu'il y a un parti révolutionnaire, mais ce parti révolutionnaire, c'est aussi le parti de l'ordre, d'une certaine manière, parce qu'En Marche, ça veut dire en avant vers la révolution capitaliste, libérale, mondialiste, anthropologique qui est en train d'avoir lieu et qui est entièrement cohérente. Et c'est pas de droite et de gauche, c'est juste une cohérence idéologique et économique totale. Et en face de ça, simplement, la droite est en miettes, parce que de toute façon, la droite a toujours été des miettes qui se rassemblent plus ou moins. C'est des gauches qui perdent et qui se mettent ensemble pour essayer enfin, en tout cas, depuis 2 ou 3 siècles, c'est ce qui se passe. Donc maintenant, il faudrait reconstruire cette droite avec des gens qui, de toute façon, ne pensent pas du tout la même chose pour des tas de raisons, qui n'est pas constituée. Donc on a pour l'instant uniquement une espèce de réaction populiste, c'est-à-dire une réaction instinctive, un peu brouillonne, un peu excitée, mais qui est pas conséquente d'un point de vue idéologique, pour faire face à un mouvement révolutionnaire mondial qui a sans doute jamais été aussi puissant dans sa manière de se mettre en œuvre. Et je pense que du coup, la droite, il va falloir beaucoup de temps avant de la reconstruire. Et on voit aujourd'hui beaucoup plus d'intellectuels de droite ou d'initiatives de cet ordre-là que de partis politiques de droite, en fait. Et il y en a peut-être encore pour 10 ans ou 15 ans avant que ça se remette en place. Tout dépend, à moins que l'histoire accélère, puisque c'est... La question, c'est de savoir, à vous entendre, est-ce que le Rassemblement national, vous mettez à droite ou ailleurs ? Mais on ne sait pas non plus où il est, puisqu'il hésite entre des alliances avec les populistes de gauche, ce qui est assez logique. Ce qui est assez logique, ou alors on peut penser une union des droites aussi, ce qui est assez logique aussi. Quand Le Pen disait il y a ça 25 ans, je ne me bats pas pour faire gagner la droite, mais pour faire gagner la France, oui, effectivement, il est logique que sa fille regarde plus du côté de Mélenchon que de Fillon ou de la liste de branquignoles que Stéphanie vient de citer. En même temps, c'est le discours de Marlène Schiappa. C'est quitter votre parti pour rejoindre celui de la France. Donc c'est un peu... le nationalisme et le souverainisme ont été revendiqués par la France insoumise au moment de la démission de ce type du Nord qui a expliqué que le meilleur moyen de lutter contre Macron, c'était de voter le Rassemblement national. La gauche aujourd'hui. Voilà. Il en va de même de toutes les idées. Le seul intérêt de la disparition des Républicains, c'est qu'avec un peu de chance, on va peu à peu sortir du régime des partis. La pente dictatoriale et impérialiste
du parti présidentiel est de plus en plus forte. Les humiliations qui sont infligées à leurs ennemis politiques à base de police et de justice totalement instrumentalisées sont merveilleuses. Le parquet national financier est totalement aux ordres. Et donc là, peu à peu, même il y a des menaces. C'est-à-dire qui n'est pas avec nous est contre nous. Ceux qui ne rejoignent pas le mouvement, et 72 députés LR ont tout de suite compris la chose et ont, maire, et ont immédiatement clamé leur amour du parti présidentiel seront punis au moment des élections. Il y a peu à peu une disparition du régime des partis au profit du parti unique, et ça, c'est une chance. Le fait que tous les autres soient en train de crever misérablement, c'est avec peut-être la libération de la France du régime des partis. Mais ça, Macron l'a théorisé depuis le début en disant si ce n'est pas moi, ce sera le chaos le péniste. Oui, mais c'est pas le chaos le pénis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est surtout en train d'installer l'idée d'un dictateur, d'un tyran. Voilà. Il est plutôt en train d'installer un tyran qu'un dictateur. Avec un peu de chance, les gens vont pouvoir peu à peu, et d'ailleurs les enquêtes du Cevipof le prouvent, se déprendre des partis et réclamer en fait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des intérêts des Français. Et là, c'est la chance de la vraie droite qui n'est pas représentée. C'est que Macron n'entend absolument pas s'occuper des intérêts des Français et il passe sa vie à le prouver. Et donc là, avec un peu de chance, les 20% qu'évoquait Charles de Meyer tout à l'heure vont finir par réclamer une autre offre politique. Les 20 millions. 20 millions, pardon, les 20%, voilà. Et d'ailleurs, Charles de Meyer, vous êtes l'invité de Martial Bill, vous avez peut-être une opinion sur ce sujet. Je suis content de répondre à Philippe Ménard, qui est un peu la Charlotte Dornelas des quinquagénaires. Merci. Ce qui nous permet de dire... J'ai été vengé, vous voyez. Des fois, il suffit de se taire et d'écouter. Ce qui nous permet je crois, de poser la question de la perception qu'on a de la droite dans une certaine génération. Je crois que c'est quand même important de l'acter. C'est qu'aujourd'hui, dans les sphères qui travaillent un peu en politique, etc., l'union ou la collaboration, l'alliance, appelons ça comme vous voulez, des droites, elle est patente, elle est réelle. J'ai fréquenté les travées de l'Assemblée nationale longtemps, et entre deux couloirs, tout le monde se parle. Quand je pense à des partis anciens dont on a les témoignages, c'était beaucoup plus compliqué il y a quelques années. Donc ça, c'est un état de fait. La question, c'est que cherche-t-on ? Et c'est pour ça que j'insistais en vous répondant sur la question intellectuelle. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, nous n'avons pas encore assez pensé ce à partir de quoi nous pouvons nous unir. Aujourd'hui, on cherche à savoir s'il faut s'unir derrière tel parti politique, tel représentant un peu en train de tomber, en train de trembler. Non, pas du tout. En fait, on arrivera à s'unir au moment où on aura quelque chose de clair à faire pour le pays. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas l'armature intellectuelle, il n'y a pas les propositions pratiques, il n'y a pas les modalités associatives qui permettraient ce retour au pouvoir et ce combat. Et c'est, je crois, ce à quoi on doit s'atteler aujourd'hui, beaucoup plus qu'à chercher si on va gagner 2022, puisqu'on a une certitude, c'est qu'on ne va pas gagner 2022. Ah. Bon. Allez, on refait. Si vous partez en disant que vous allez perdre, autant ne pas y aller. Hein. Ah oui, moi il sera peut-être très heureux. Je préconise beaucoup de ne pas aller au présidentiel en 2022 et surtout d'avoir 10 ans de politique sérieuse à faire. Si je peux me permettre, c'est un peu le côté effectivement d'une certaine droite qui se voit une droite pure, qui attend un hypothétique général Boulanger et qui veut, et effectivement, cette droite intellectuelle et structurée exister. C'était l'élection française de Maurras. Bon, d'un point de vue électoral, les prises de pouvoir, on était quand même un petit peu loin, quoi. Et effectivement, et mépriser des mouvements comme le Rassemblement national, en disant oui, c'est pas structuré, de toute façon, ils n'y arriveront jamais. Alors, qu'est-ce que vous faites quoi si ce que vous faites en Irak, c'est très bien, mais en France, dans le précaré français, si on commence à dire à quoi ça sert, dans ce cas-là, à quoi ça sert de sortir présent tous les jours et faire voltaire tous les jours, vu qu'on va perdre. Ah non, je peux les pêcher la truite, pas loin de chez moi. Mais loin de moi l'idée de dire qu'il faut mépriser le Rassemblement national ou que ce qu'il fait n'est pas cohérent. De fait, aujourd'hui, si le Rassemblement national, par exemple, veut gagner les prochaines élections... Il arrive devant Macron derrière les élections, je suis désolé. Il a besoin d'avoir... À chaque fois, il a besoin d'avoir des alliés. Il est le levier par lequel Macron peut avoir pendant 30 ans. Il y a peut-être le jour où il y aura moins de crétins de droite pour effectivement rejoindre le parti du désordre établi et voter comme des moutons tels qu'ils l'ont fait dans les boucliers parisiens, oui, le jour où cette droite-là arrêtera de voter, on aura peut-être une chance d'y arriver, quoi. Et que... on y arrivera surtout le jour où les 20 millions auront envie de voter. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas travaillé. Le système des partis et la manière dont le parti d'abstention continue à être le premier parti de France est la véritable réponse à cette difficulté. Les Français n'ont pas envie de la politique qui est menée par tous les partis et n'ont pas envie qu'un parti qui fasse partie du système, ça fait un peu longtemps que le Rassemblement national n'est plus anti-système, prétende les représenter.
Merci. Vous avez fondé un parti d'abstention, ça fera un parti de plus. Pitié. Le parti des gens qui vont pas voter, c'est avec ça, et moi, je de suis gagner. pour une 6e République. Mais Voilà. parce que les partis de ceux qui ne votent pas prouvent à quel point le système est fondamentalement antidémocratique. Il faut arracher le masque de la prétendue souveraineté populaire. Et c'est pas en votant qu'on y arrive. C'est en faisant en sorte qu'on se retrouve avec un parti qui prétend diriger la France en étant élu par même pas 18% des Français. Donc voilà, on est dans l'utopie complète. Hein, mais... Oui. On attend le général Boulanger, le retour du roi, le grand monarque et le mouton à 5 pattes. C'était plus concret déjà. Je pense qu'il faut revenir sur ce que dit Nicolas Gauthier, qui est intéressant sur cette droite-là ne vote pas en fonction de ses convictions, de ses prétendues convictions. Elle n'en a pas de toute façon, elle a des intérêts quand même. Oui, mais c'est quand même un parti pivot. Vous voyez bien qu'elle intéresse beaucoup aujourd'hui la sociologie électorale. On cherche à la draguer, à la tirer, etc. C'est donc bien qu'elle est capable de faire basculer des élections. Elle finira comme le CNI, qui est un des plus vieux partis de France, et pendant longtemps, avec ses 3 misérables pourcents, le CNI était un petit pivot. Donc vous attribuez les bons et les mauvais points, les bons votants, les mauvais votants, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est formidable. Absolument pas, je vois simplement... En toute impunité. Non mais il y a un certain ascétisme de droite disant oui, il faut attendre le grand parti, le grand homme, et pendant ce temps-là... Non mais d'abord, j'ai pas du tout dit ça, j'ai expliqué qu'il fallait que les Français se rendent compte que le système démocratique était mauvais. Le fait que les gilets jaunes, qui visiblement n'ont pas éprouvé le besoin d'aller chercher le général Boulanger, le grand monarque, et toutes vos références, Francis, me paraissent justement être dans le vrai. Là, il y a une véritable révolte populaire qui est intéressante. On ne peut pas parler de l'intérêt des Républicains sans en même temps s'interroger sur le fait que des mouvements spontanés éclatent depuis 15 ans. La Confédération des infirmières était très intéressante. On est en train de remplacer tous les vieux corps intermédiaires qui sont totalement dévalués. Et là, on est dans une période charnière. Donc, j'ignore si les Républicains sont réellement un parti pivot. J'ignore si Yann Raison du Closiou a raison sur la manière dont on essaie de draguer l'électorat catholique comme étant un possible faiseur de roi. Mais il y a la possibilité d'exiger un changement des institutions. C'est ça qui est intéressant. Sans aller jusque-là, il y a au moins ce que Alain Benoît appelle l'instant populisme dans un de ses derniers livres. Et c'est vrai qu'on voit, malgré toutes les différences, que le populisme, c'est pas un contenu, c'est un contenant, c'est un style. Trump est un populiste à sa façon. Même Macron est un populiste. Mais que ce soit Orban, Poutine, Netanyahou en Israël, Bolsonaro au Brésil, effectivement, on sent que la politique de papa, effectivement, c'est là où elle est un peu terminée. Et quand Macron entend incarner le vieux monde, le nouveau monde, en fait, c'est un Giscard en plus jeune. Est-ce qu'il n'y a pas plus de politique à rouer, un peu de façon 4ème République, à draguer les vieux regatons à gauche, à droite, à faire des combinaisons? On se trouverait sous la 4e, mais voire peut-être même sous la 3e. Un mouvement de fond. Il a vécu un mouvement de fond économique, mondialiste, de transformation des mœurs, des sociétés, qui l'accompagne indépendamment de la personne. Je pense que pour lui, il sent ce truc-là, il se met en crête de cette vague, et après, c'est même pas ses qualités à lui qui sont... Il est puissant à lui aussi, voilà. Ça n'explique pas tout, oui, mais ça... on part de l'idée que les LR sont morts, mais je pense que si les LR savent chercher un ancien, justement, alors une personnalité historique, de leur mouvement, représentant des victoires passées, on peut retrouver un mouvement de fédération des gens d'une droite modérée, etc. Et je leur suggérerais d'aller chercher Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac présente cet avantage de ne plus avoir de mémoire. Voilà. Allez, on va terminer sur ces bonnes paroles. J'attire l'attention, parce que s'il y a des téléspectateurs qui sont les Républicains, je vais leur donner un petit message d'espoir, tout petit message d'espoir. En 1994, après les élections européennes, François Mitterrand est président de la République, eh bien, Michel Rocard fait moins de 15% des suffrages et on annonce la mort du Parti socialiste. On est en 1994, il n'est toujours pas mort, il bouge encore. En 1999, c'est Jacques Chirac qui est le président, il a encore toute sa mémoire, et c'est Nicolas Sarkozy qui est tête de liste aux européennes. Et pour le RPR, alors qu'il avait fait 25,58% la fois précédente, il ne fait plus que 12,8%. On annonce la disparition du RPR et la disparition de Nicolas Sarkozy, qui sera quelques années plus tard président de la République. Et pour finir, aux élections européennes de 2009, c'est le Front National qui ne fait plus que 6,3%. Il n'a plus que 3 députés. Et l'on annonce la mort du Front National qui est arrivé en tête des élections européennes
10 ans plus tard. Moralité, tout cela est à regarder, on en reparlera. Allez, Martial Bild veut jeter tous les Républicains. Ben non, il a apporté la preuve du contraire. Ah, tous sauf le rouge, bien sûr, bien sûr. Je ne m'intéresse pas au politiquement correct, dit bien évidemment le rédacteur en chef culture de l'Incorrect. LR, dit Francis Bergeron, sauver LR, le passé ne m'intéresse pas. Voilà, c'est le présent, bien sûr, qui l'intéresse. Eh bien, Nicolas Gauthier, les Républicains, c'est pas mon trip, avec un boulevard Voltaire qui sert à, je sais pas, faire quoi. Pour Emmanuel Alibert, qu'on tatoue le logo LR sur la tête de Juppé pour le faire crâner. Voilà, pauvre Alain, pauvre Alain. Il doit vous en vouloir, hein. Stéphanie Bignon veut conserver les Républicains à condition de faire quelques modifs, et on voit apparaître un Sacré-Cœur qui, bien évidemment, va pas s'en rappeler. Le pèlerinage de Chartres dont vous nous parliez il y a quelques instants hors émission. Philippe Ménard, les Républicains, je m'en fous royalement. Bon, ça, je pense que là, c'est parfaitement clair. Et on va terminer par Charles de Meyer, bien coiffé. LR en danger, je préfère secourir les chrétiens d'Orient. On l'avait bien compris. On se retrouve dans quelques instants. Non, on se retrouve pas parce que j'ai encore des dessins qui viennent d'arriver. Valérie Pécresse pense fonder un nouveau parti, les Républicaines. Voilà, ça, c'est parfait. C'est ballot, je me suis laissé couper la tête trop tôt. Voilà. Bientôt, on ne parlera plus de les Républicains, Sarkozy dit, et même pas de nos ancêtres les gaullistes. Très joli. Wauquiez manquait de vertu pour diriger LR. Il est pas assez fripouille, dit l'ancien président Nicolas Sarkozy. Voilà. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour une rubrique qui va solliciter votre mémoire, puisqu'on va vous demander ce que vous faisiez à 20 ans, c'est-à-dire en 2012. On regarde tout de suite. Vous avez eu 20 ans en 2012, une année cruciale politiquement, avec une élection présidentielle qui déjoue tous les pronostics. La campagne des primaires socialistes est à peine commencée qu'un événement improbable se produit. Dominique Strauss-Kahn, le candidat donné largement favori, explose en plein vol avec une sordide histoire de viol au Sofitel de New York. Cette péripétie ouvre un boulevard à un illustre inconnu, n'ayant jamais exercé de responsabilité ministérielle. Je veux parler de François Hollande. La seconde surprise est le résultat du premier tour. Par rapport à 2007, Nicolas Sarkozy perd 5 points. Une chute qu'Éric Zemmour attribue à la promesse non tenue du Karcher. Avec 27% au premier tour, le président sortant est à 1 point de François Hollande. Marine Le Pen, qui se présente pour la première fois, obtient 18% et fait donc 8 points de plus que son père en 2007. Enfin, le coup de théâtre de cette présidentielle est l'élection de François Hollande, alors que le total des droites est largement majoritaire au premier tour, avec 56%. Hollande sera le président le plus raillé de la Ve République. 3 mois plus tard, Hollande, qui ne brille pas par son autorité, doit faire face à de graves émeutes à Amiens qui dureront 2 jours. 2 jours d'une extrême violence, avec des tirs d'armes à feu. 300 CRS sont déployés en renfort dans la ville. Il faut dire que les jeunes, selon l'hypocrite expression consacrée, avaient de quoi être révoltés. Des fonctionnaires de la BAC avaient osé procéder au contrôle routier d'un automobiliste remontant une rue en sens interdit. Le bilan est lourd, 17 policiers blessés et 10 millions d'euros de dégâts. L'année 2012 commence mal pour la République des Mollahs. L'Union européenne entérine un embargo contre l'Iran pour assécher le financement de son programme nucléaire. L'accord des 27 membres de l'Union, deuxième acheteur du brut iranien derrière la Chine, interdit toutes les transactions liées au pétrole ainsi que celles en or et métaux précieux. L'enjeu est le nucléaire militaire, bien sûr, le nucléaire civil servant de paravent à la production d'uranium enrichi, qui est le composant principal de l'arme atomique. L'embargo prend fin avec l'accord de 2015 qui gèle la production d'uranium militaire. Cet accord est contesté par Donald Trump qui souhaite revenir à l'embargo de 2012. En 2012, l'Angleterre perdait l'un de ses enfants du rock les plus profitables en la personne de Robin Gibb. Ce nom ne vous dit rien, Charles ? C'est normal. Mais si je vous passe... Mais oui, c'est le chanteur, auteur et compositeur des Bee Gees. Une voix que l'on n'oublie pas, même si son nom est très peu connu. Robin Gibb soutenait le Parti travailliste britannique et était un ami personnel de Tony Blair. Il était partisan du véganisme et également de l'abstain.
c'est-à-dire de l'abstinence pour l'alcool. Bref, un bobo avant l'heure. Bee Gees est la transposition phonétique de BG pour Brother Jib, car son frère jumeau était de la partie. Le groupe a connu son apogée avec Saturday Night Fever, la bande originale du film éponyme. Il a vendu au total plus de 200 millions d'albums dans le monde. En 2012, Adele chantait Ce n'est pas par hasard si Adele est choisie pour la bande-son d'un James Bond. Adele, c'est une véritable machine à cash. Son premier album se vend à 7 millions d'exemplaires. Le suivant dépasse les 31 millions. En moins de 8 ans, elle perce le plafond des 100 millions d'albums. Adele a été nommée 18 fois aux Grammy Awards et a remporté 15 trophées, et ce en moins de 10 ans. Dans un registre très différent mais tout aussi glamour, il y avait Salvador Dali. Dali, c'est un peintre surréaliste dans la peau d'un personnage pop-rock. En cette année 2012, le Centre Pompidou lui rend hommage. Souvent dénoncé pour son cabotinage, son goût de l'argent, son outrance et son soutien au général Franco, Dali est à la fois l'un des artistes les plus controversés et les plus populaires. Le roi d'Espagne créera pour lui le titre nobiliaire de premier marquis des Dali des Pouboles. Pour moi, en peinture, c'est un roi. Alors, la surprenante élection présidentielle de 2012, les émeutes d'Amiens, l'embargo de l'Iran, mais aussi le décès de Robin Gibb, la consécration d'Adèle et l'expo d'Ali. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? 2012. Décidément, hein, vous êtes un enfant, 2012, 20 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez où? En 2012, en juin, j'étais en train de passer les concours des grandes écoles à Brest, parce qu'on nous disait d'aller dans les villes de province où prétendument les correcteurs étaient plus sympathiques qu'à Paris pour passer nos concours. Ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. J'étais avec 5 camarades. C'est plutôt de bons souvenirs, parce que à la fois les résultats ont été bons et la camaraderie était bien présente, ce qui m'allait très bien. On a assisté aux résultats des élections présidentielles. J'étais au lycée Montaigne à Paris, en classe préparatoire. Le lycée Montaigne est bien connu pour son ancrage à gauche. À gauche, hein, historiquement, Sartre, voilà. Etc. À côté d'Assas, mais... J'étais à peu près le seul de la classe et des gens qui voyaient les résultats à ne pas apprécier beaucoup ce que j'avais sous les yeux. Et ça m'a donné envie de créer un site internet que peut-être certains de nos téléspectateurs ont vu, qui s'appelait Nouvel Arbitre à l'époque, et qui a eu ses heures de gloire, puisque Nouvel Arbitre avait beaucoup de flux, beaucoup de visiteurs pendant les manifs pour tous. Et on faisait des directs pendant les manifestations, on se baladait avec TV Liberté avant l'heure. Je ne sais pas si c'est l'esprit. Mais en tout cas, je me souviens, on avait mobilisé 30 personnes et on faisait notre espèce de semi-rédaction en chef dans des cafés, en ramenant les cartes de téléphone. C'est de très bons souvenirs. Donc j'étais déjà bien inscrit politiquement, pas ravi de la victoire de François Hollande aux élections. Et ça m'avait donné un petit coup de fouet et ça avait commencé à m'interroger sur le sens de ce que je faisais. Je préparais les grandes écoles de commerce, comme on dit. Et comme je voulais en obtenir une meilleure encore que celle que j'avais eue, je cubais. Et juste l'année d'après sont arrivés les manifs pour tous. Je cubais cette fois-ci à Janson de Sailly. Et là, j'ai compris que je n'allais pas tenir une vie entière avec les gens qui étaient mes camarades de classe. Et je me suis empressé d'aller m'investir davantage dans l'associatif, etc., plutôt que de suivre mes professeurs de classe préparatoire. Alors, l'élection présidentielle, alors c'est la réponse, c'est l'élection présidentielle qui vous marque cette année 2012. Ou est-ce qu'on peut parler des émeutes à Amiens ou de l'embargo contre l'Iran et déjà peut-être porter votre regard vers cette partie du monde qui est aujourd'hui celle où vous travaillez? Le gros avantage de la Montaigne, c'est comme c'était très ancré à l'extrême gauche chez les professeurs, on nous laissait réfléchir. C'était pas le consensus mou comme à Janson de Sailly l'année suivante, donc on nous fournissait des revues de presse, des articles du Monde diplomatique, etc., interrogeant... L'humanité, le monde, enfin, il y avait vraiment une vraie diversité. Il y avait une vraie diversité, on sentait là la capacité. Le monde diplomatique, c'est remarquable. Remarquable. Donc je me posais déjà des questions sur l'embargo contre l'Iran, et depuis, avec l'expérience du Proche-Orient, j'ai une position qui est définitive, c'est-à-dire que l'embargo est la pire des hypocrisies de politique internationale imaginable. L'embargo, pour le dire en quelques mots aux téléspectateurs de TV Liberté, ça veut dire appauvrir les pauvres
et donner plus d'argent à ceux qu'on prétend vouloir faire tomber. C'est systématique au Proche-Orient, ça ne sert qu'à faire mourir des pauvres, et en plus, ça permet d'accroître la richesse des gens qui sont déjà au pouvoir. C'est une absurdité totale, que ce soit en Iran, en Syrie ou ailleurs, et le pape François s'est élevé ce mercredi dernier, contre la pratique de ces embargos dans certains pays. Et je pense qu'il a eu bien... Il a reçu des gens qui s'élèvent contre cette pratique-là. J'espère qu'il en fera son avis. Et il a bien raison, parce que c'est à la fois éthiquement insupportable, politiquement absolument stupide, et évidemment la France, par suivisme, commence à assentir à tout ce genre de choses. Donc j'avais déjà quelques idées et j'ai été conforté dans cette idée. On voit que vous aviez des idées, oui. Donc les émeutes à Amiens, ça vous a choqué? Les émeutes à Amiens, pour tout vous dire, j'avais 20 ans, j'arrivais de lycée militaire à La Flèche, j'étais en train de profiter de Paris. C'est-à-dire, comment on profite de Paris quand on a 20 ans? Vous voyez, le Britannique militaire de La Flèche a une pédagogie progressiste. Ça veut dire que j'ai passé mes week-ends entiers pendant 3 ans à désherber la cour devant la fenêtre du colonel. Ce qui est une expérience de la vie, mais j'étais content d'en sortir. Et on était à La Flèche, qui est une ville sympathique, mais qui n'est pas très ouverte à la culture. À l'époque, j'habitais rue du Dessous des Berges, dans le 13e. Et je crois que le MK2 Bibliothèque faisait des places de cinéma à 3,50 €. J'en ai profité allègrement. C'est qu'on voit déjà, 2012, 3,50 €, 2019. Je vivais, Montaigne est en face du jardin du Luxembourg, etc. Donc j'étais davantage en train de profiter de Paris que de m'inquiéter des émeutes à Amiens. Évidemment, aujourd'hui, je suis plus focalisé sur les émeutes à Amiens que je ne l'étais auparavant. Je ne sais pas si c'est pour... Alors, j'ai ma réponse culturelle, bien évidemment. Si vous profitiez de Paris, c'était Saturday Night Fever. C'était au siècle dernier, ça. Et écoutez, j'étais très mauvais danseur, déjà, ça n'a pas changé, ça. Donc, beaucoup moins. En culture, j'ai vu l'exposition sur Salvador Dali. Je fréquentais une jeune fille qui était à l'école du Louvre à l'époque, donc je me piquais de faire semblant de comprendre ce qu'elle faisait. Et j'allais aux expositions. Et je pense que, évidemment, beaucoup de nos téléspectateurs, soit qu'ils soient parisiens et qui sont tellement habitués, n'en voient plus le plaisir. Et ceux qui sont davantage dans les terroirs ont l'impression que c'est toujours un commentaire superfétatoire, etc. Mais moi, j'ai complètement senti... j'étais un peu dans les déracinés, vous voyez. J'arrivais à Paris, je découvrais le nouveau monde. Et je trouve que finalement, c'est très français, assez sympathique, ça, cette espèce de fascination pour la capitale. Ma famille est une famille de montagnards ariégeois. Ça se voit dans le côté un peu tassé. On ne fait pas 1,90 m chez nous. Et pour nous, c'est une vraie joie de pouvoir profiter de tout ça grâce aux efforts de nos pères. Donc Salvatore Dali, ça vous a marqué? Ça m'a marqué. On a pu se croiser, parce que j'étais... C'est possible, c'est possible. C'est une des plus grosses expositions en nombre de personnes. Je crois que c'est peut-être la plus importante de ces 10 dernières années. Bon, je n'ai pas apprécié l'architecture du Centre Pompidou pour autant. Et avec la fille, ça marchait au moins? 3 mois de musée. Vous parlez à un jeune marié, donc vous parlez à un jeune marié, donc on va rester en 2019. Allez, ce qui vous reste? Alors, en Skyfall, je pense qu'il faut regarder Skyfall, le film, parce que c'est très politique. Skyfall, c'est la vieille tanière en Écosse qui finit par résister aux forces du mal, malgré les assauts et toute la technologie. Je pense que c'est une image qui est simpliste, un peu naïve, mais qui est quand même très belle. Et ça, Skyfall, je l'ai regardé dans l'avion en allant au Proche-Orient plutôt que... Alors, comme on enlève les scènes un petit peu violentes, vous avez dû voir un quart d'heure du film. Vous avez pu comprendre quand même. C'est toujours compliqué dans les avions. C'est un mythe. Si vous allez sur Middle East Airlines, vous voyez une grande partie du Moi, film. je reste sur Air France, monsieur, je suis désolé. Adèle, ça vous dit quelque chose quand même? Elle a votre âge. Un petit peu plus âgée, peut-être, Edouard. Elle est bien chanceuse. Je dois vous avouer que c'est pas votre idée. Si c'est pas... Et Robin Gibb? Alors, Robin Gibb, ça me marque beaucoup, puisque vous m'avez dit vous-même que c'était important pour quelqu'un comme vous, Martial. Et donc, je trouve que c'est important de s'intéresser... C'est vraiment la vacherie. De s'intéresser aux passions des anciens, me paraît très représentatif. Mais alors, pour moi-même, Robin Gibb, ça n'évoque absolument rien. Bon, Martial, c'est surtout les costumes. Bien sûr. Mais vous m'avez pas vu, du Travolta en moi. Et je me tourne vers vous, c'est vraiment vers vous que je me tourne. Est-ce que, en termes de musique, alors, c'est quoi? Parce que j'ai compris, c'est Mozart, vous me le dites, et puis il n'y a pas de souci. Ça le fait très bien aussi.
Et non, en termes de musique, j'aime beaucoup la chanson populaire française, très classique. Ben voilà, il n'y a pas de honte. Voilà. Pourquoi vous ne le dites pas? Tout va très bien. Parce que j'en écoute peu, je suis très peu mélomane. Bon, Michel Sardou, quoi, allez-y, avouez-le. Non, ça, Michel Sardou, c'est vos souvenirs de soirée. Voilà. Jean-Pax Meffray, quand même. Oui, bien sûr, ça, Jean-Pax, je connais très bien. Et sinon, allez, un dernier nom, et puis après, on arrête cette rubrique-là. Allez, trouvez-moi un chanteur populaire que vous aimez. Je pense que, comme chanteur populaire que j'aime beaucoup, il faut écouter Les Apaches d'Hotel Stella. C'est très important. Les Apaches d'Hotel Stella, oui, ça me parle. Moi, je sais de quoi on parle, exactement. Moi, écoutez les Frangines en ce moment. C'est super, c'est sympa. Les Frangines. Toujours la pub. Les Frangines, génial. Regardez et écoutez, c'est sur YouTube, je ne sais pas où, mais écoutez les Frangines, vous allez voir, chanson populaire française, vous allez être ravis. Allez, on se quitte tout de suite, mais on va se retrouver pour la seconde question de ce débat. Je vais vous donner les moyens de savoir comment faire pour faire un don à TV Liberté. C'est le moment de le faire, parce que bien évidemment, la période de l'été est difficile financièrement pour TV Liberté. J'ai l'impression, tous les 15 jours, de vous dire, mais il faut donner pour TV Liberté, mais parce que s'il n'y a pas cet argent-là, eh bien, les choses simplement s'arrêtent. Or, cela fait 5 ans, de succès en succès, nous avons réussi, grâce à vous, grâce aux donateurs, parce que ce sont eux qui sont là ce soir, nous avons réussi ce pari incroyable de mettre une télévision alternative là où les autres réussissent pas, ou d'autres échouent. Je pense par exemple à l'extrême gauche quand ils essaient de nous copier. TV Liberté, c'est un succès, mais ça ne peut pas être seulement cela. Il faut que ça devienne incontournable. C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo que je vous demande de regarder, mais plus encore, je vous demande de vous engager par une toute petite somme. Ça n'a pas d'importance, mais de vous engager avec nous parce que nous avons besoin de former cette communauté puissante. Parce que sinon, pour nous, eh bien, ce sera compliqué dans les mois qui viennent. Cet argent, cette aide, pour nous, c'est vital. Regardez cette vidéo. Merci d'avance. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous développer davantage. C'est pour cela que nous lançons dès aujourd'hui une campagne 1+1. 1+1, les objectifs sont simples. Chaque téléspectateur qui prend connaissance de ce message doit trouver une autre personne, un ami, une connaissance dans son entourage pour faire partager et connaître les émissions de TV Liberté, pour s'abonner à notre lettre d'information et pour suivre nos réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui, tout de suite, continuer de créer cette chaîne de solidarité combattante et renforcer notre communauté avec cette opération 1+1. 1+1. Si nous associons à un don un nouveau don, alors sera assurée enfin la survie de TV Liberté et notamment pendant la période de l'été toujours financièrement difficile. Je trouve un nouveau donateur ou je double mon propre don. Je fais vivre TV Liberté, mais mieux, je lui donne les moyens de me défendre. Vous le savez, la liberté a un prix. Alors, n'attendez pas, rendez-vous à la fin de ce message à la rubrique « Don » de tvliberté.com. Nous avons besoin de votre aide de manière urgente, maintenant, parce que pour nous, c'est vital. Et n'oubliez pas, le prélèvement à la source ne change rien. Votre don donne toujours droit à une réduction de 66% d'impôts. Le retour des djihadistes en France, le poison de l'angélisme. La France a pour devoir de protéger l'ensemble de ses concitoyens du danger que représente le retour des djihadistes venus de Syrie ou d'Irak. Pourtant, le Quai d'Orsay a mené une nouvelle opération de rapatriement d'enfants de criminels. L'objectif est de mener un travail de reconstruction de ces jeunes que le procureur de la République de Paris décrit comme des bons à retardement. Alors, le gouvernement distille-t-il le mortel poison de l'angélisme ? Voilà, le retour des djihadistes en France. Alors,
On a rapatrié les enfants de djihadistes répondant à cela, à des critères de vulnérabilité. C'est des orphelins isolés, particulièrement vulnérables, c'est le terme qui revient. Puis on a aussi accueilli cette semaine, si j'ai bien compris, le père d'un de ces enfants et ses 2 épouses. Cette politique de retour des djihadistes en France, est-ce que c'est vraiment faire preuve d'angélisme ou c'est nécessaire ? Alors, quand on connaît un peu l'Orient, cette question est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Ceux qui vous expliquent qu'il vaut mieux un djihadiste dans une prison française sécurisée que dans une prison au fin fond de la Jordanie ou de l'Irak, c'est très triste de le dire et ça peut paraître contre ce qu'on pense spontanément, mais il a raison. Il a raison pour une raison très simple, c'est que les évasions de djihadistes dans ces pays-là sont extrêmement fréquentes, qu'elles sont une manière de pression pour des pays étrangers qui souvent les font libérer. Donc cette partie-là est réelle. Et quand on vous affirme cet argument-là, ne le balayez pas d'un revers de main, il est vrai. La deuxième question, après, c'est une question qui est exclusivement politique. C'est la question politique qui est le non-dit de notre politique en France depuis longtemps. C'est la question de la nationalité et de la définition de la nationalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on conserve notre vieux modèle républicain de nationalité, c'est-à-dire une pure fiction juridique, ou est-ce qu'on accepte d'en poser la question réellement ? Alors, on le voit régulièrement pour la question de la présence en France d'une masse massive d'immigrés ou de gens d'origine étrangère, c'est une question. On le voit aussi pour la question des djihadistes qui ont fait, pour certains, allégeance à un autre État, et on pourrait donc dire, dans un raisonnement juridique, mais même logique, qu'ils ne sont donc plus français de facto, mais dès lors on entre dans des complexités. Est-ce que la France a signé des protocoles internationaux qui l'interdisent ou pas ? Sont-ils binationaux, etc. Et tout ça est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais ça veut dire, je crois, Martial, pour terminer... Est-ce que vous veut dire que vous faites une distinction entre ce qu'on fait, par exemple, une citoyenneté et une nationalité ? On pourrait donner une citoyenneté et on ne donnerait pas la nationalité. À titre personnel, je pense qu'en fait, si on n'arrive pas à ce débat-là sur l'immigration comme sur cette question-là, en fait, on tient des propos sympathiques de positionnement politique, de réaction, mais on n'entre pas au fond de la question. Et je pense que c'est une question qui est de plus en plus lancinante et qui est très interdite dans le débat public français. On est très fiers de notre fiction juridique, la nationalité républicaine, etc. Et c'est le truc c'est la fiction politique qui fonctionne le moins actuellement, puisqu'elle ne reçoit aucun assentiment par la société, que ce soit du point de vue des étrangers à qui on donne des papiers français, ou que ce soit du point de vue des djihadistes qu'on fait rentrer en France contre l'avis de la majorité de la population. Et ça reçoit peu de bon sens sur le plan international également, puisque d'autres États à bon droit nous disent que si nos ressortissants viennent commettre des horreurs comme en Syrie et en Irak, eh bien, il faut qu'ils soient jugés selon les règles du pays dans lesquels ils les commettent. Donc pour moi, c'est une question qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Et je pense que, en fait, celui qui avait eu la bonne définition et celui qui a dit le plus la vérité, c'est Jean-Yves Le Drian, quand il a dit que ça arrangerait bien la France que ces gens-là se fassent tuer au Proche-Orient. Et je pense que la France a beaucoup espéré cela, parce que ce débat, et qui, immédiatement, pour nous autres, qui sommes des gens de bon sens, je crois, pour beaucoup d'entre nous, et qui paraît simple à régler, est en fait un révélateur, une sorte de lumière posée sur tous les mensonges politiques qui nous entourent, sur cette question de la nationalité. Et donc c'est compliqué de vous faire une réponse unilatérale. En fait, il faut parler par pays, par question, par nationalité. Au cas par cas, parce que la France, c'est sa politique, c'est au cas par cas. Est-ce qu'il faut faire revenir ces djihadistes en France, et ces enfants particulièrement ? Pour ma part, si quelqu'un a fait allégeance à un État étranger dans ma vision politique, et pas la vision du droit français, hein, donc là on parle du monde idéal de Charles de Meyer. Dans mon monde idéal de Charles de Meyer, il n'a donc plus sa nationalité, et donc la France n'a plus aucun intérêt à s'occuper de lui, à moins... La question porte sur les enfants, à moins qu'il ait commis... adultes. Oui, mais par définition... en effet, on est dans une autre complexité. Est-ce que ce sont des enfants qui sont nés ex post, c'est-à-dire une fois qu'ils étaient en Syrie et qu'ils avaient déjà fait allégeance, potentiellement d'ailleurs avec des mères locales, ou est-ce que c'est des enfants qui ont été amenés de France jusqu'à là-bas ? Si ce sont des enfants qui ont été amenés de France jusqu'en Syrie, de mon point de vue, la question est très complexe et doit vraiment faire preuve de cas par cas, parce que... Les enfants ne font pas allégeance. Ce sont des enfants. Je finis. Mais il n'y a pas de leurs parents. Je finis une seconde. C'était à la France
et c'est d'ailleurs le devoir de l'État dans sa loi, de les empêcher d'être emmenés en Syrie. C'est donc la première culpabilité, c'est l'État français qui, par amitié avec les rebelles syriens ou irakiens, les a laissés partir. Donc la première responsabilité, c'est celle de l'État français. Dès lors que cette première responsabilité qui est posée est celle de l'État français, je pense que l'État français n'a pas d'autre solution éthique que de leur permettre de revenir, puisque la faute initiale est celle de l'État. Si on est dans des cas d'enfants qui sont nés de parents dits français sur ces pays, la solution me paraît plus complexe, puisque, à bon droit, ces pays réclament que l'exercice du droit de la nationalité s'effectue aussi chez eux. Ce que je veux vous montrer par ces réponses, c'est que, en fait, c'est très complexe comme question. Et j'aimerais bien dire à tous les téléspectateurs, oui, ces gens ont commis des horreurs, ils ont prêté allégeance à un autre État, donc on s'en moque, laissons-les là-bas. Mais malheureusement, ça engage des questions, des positions qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne le veut le croire. On va voir si chacun des sociétaires est d'accord avec cela. Qui veut prendre la parole en premier? Philippe. En fait, ce qui est intéressant dans la posture d'Emmanuel et dans la réponse de Charles, c'est qu'on nous dit que ce sont des enfants, et de l'autre côté, on nous dit que c'est l'État français qui est coupable. L'État français met en avant un principe d'humanité qui est de dire les enfants ne sont pas coupables. Mais ce que ne dit pas l'État français, c'est que ses propres enfants, selon ses règles, il a réussi à les transformer en djihadistes. Il les a laissés se transformer en djihadistes. Autrement dit, le fait de faire revenir des enfants, ce serait censé les mettre à l'abri de la manière dont l'État islamique leur a flingué le cerveau. Et en fait, pas du tout. En venant en France, l'État français leur offre la possibilité de continuer à être des djihadistes. Et ça, c'est absolument terrible. Des gamins de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais oui, bien sûr. Mais ça commence au berceau. Mais bien sûr. Mais oui. Et puis, il n'y a aucune résilience possible sur aucun de ces gamins. Bien sûr, il n'y a aucune résilience possible. Bien sûr. Et les enfants soldats en Afrique, il n'y a eu aucune résilience. Et les enfants de la Corée du Nord, il n'y a eu aucune résilience. Mais pas du tout. Mais vous vivez dans un monde de... Françoise Dolto, etc. Ce sont des enfants. Pourquoi Françoise Dolto? Françoise Dolto. Je sais que vous brocantez Juppé, Dolto, je sais pas, enfin voilà, et Beauvoir avec un peu de chance, c'est aux vieilles gloires, poussière et décoration. Vous nous fourguez plus. C'est ça vos arguments, parce que le bon argument, c'est de considérer que. Ah non, pardon, votre argument. Non, l'excellent argument. L'excellent argument, l'argument que tous les téléspectateurs partageront. Bien sûr. Le vrai, le beau, le bon et le vrai, c'est moi, d'une part. Voilà. Et je suis vieux, il est vrai, mais néanmoins. Et chaud, bientôt. Donc ton café a des vacheries. On avait dit pas le physique. Là, t'as toujours raison. Je suis chauffeur de bois. 38e article, attaqué sur un sujet personnel. Ça déstabilise l'adversaire. Bien sûr. Ok, mais vous me repasserez le manuel, Martial. Il n'y a pas d'exemple de socialisation réussie par l'État français. Donc, quand l'État français prétend faire revenir les enfants pour les rééduquer, il ment. Il n'a jamais réussi à rééduquer personne. En fait, on n'a pas de recul. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous reprochiez à juste titre, parce que c'était lui, donc vous aviez raison de l'attaquer. Mais en fait, vous ne laissez pas parler les gens, donc c'est un peu dommage. Ça fait 2 heures qu'on vous écoute, pardon. Mais non, ça fait 2 minutes, mais vous m'expliquez que j'ai tort. J'avais l'impression que ça faisait 2 heures. On va poursuivre, c'est moi qui vais vous couper maintenant d'ailleurs. Stéphanie, Nicolas, Romaric, Francis, votre point de vue aussi. Allez-y. En fait, c'est terrifiant. Moi, je suis terrifié par cette affaire parce qu'on est en pleine folie. En fait, le risque, c'est de perdre la raison. On a quand même, et vous le rappeliez tout à l'heure, on a financé Daesh, on a financé l'Učeka du Kosovo, on a créé le contexte favorable. Merci. Oui, exactement, mais je vous suis tout à fait, cher Philippe. On a créé le contexte favorable sur notre terre pour fabriquer ce désastre, et aujourd'hui on est dans une impasse. Mais on est dirigé par des gens qui ne sont pas fous, là je rejoins tout à fait Romaric, il y a une très grande logique dans tout ça, mais ils veulent nous rendre fous, et bientôt nous culpabiliser. Alors, il va falloir s'intéresser... Hormis sauver le climat, parce que il ne faut pas oublier que sauver le climat, je ne sais toujours pas comment on fait pour sauver le climat, mais il va falloir sauver les orphelins d'enfants de djihadistes qui en veulent à la France mortellement. Et pendant ce temps-là, il faut tuer les vieux.
il faut tuer les handicapés, il faut tuer les enfants à naître, hein, bien sûr, et il faut économiser sur toutes les prestations sociales, puis alors il faut éborgner les gilets jaunes, il faut leur écraser les mains, les pieds, etc. D'accord, et on est contre la... Alors, ça commence à bien faire, Il faut savoir raison garder, on n'a plus de frontières, donc bien évidemment, sûr. Comme vous le disiez très bien, si on les laisse en Jordanie, on va les récupérer en France, et pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de frontières. Donc on est contre l'avortement et on laisse crever des enfants dans des camps. Voilà. Non, justement, ils meurent de la dysenterie, de la malaria, mais on n'en a rien à foutre. On les laisse mourir. Et on ne débranche pas Vincent Lambert, mais on laisse mourir des enfants. Précisément, c'est ce que je vous dis. Nous sommes en train de devenir fous. De devenir fous, pourquoi ? Parce que nous sommes dirigés par des gens qui sont des assassins. Non, ça veut dire que la vie n'a pas la même valeur pour tout le monde. Relevait il y en a qui ont le droit de vivre et d'autres pas. Voilà. Je reviens au paradoxe, mais ça c'est difficile à comprendre pour quelqu'un de gauche, parce que le paradoxe c'est leur monde. Bien sûr. Ils ne le voient plus. Bien sûr. On n'a aucune nuance. On va, mesdames, laisser parler les hommes un tout petit peu. Non, moi je ne connais pas la situation. Enfin, je ne suis pas d'avis précis. Vous parlez de la complexité de la situation au cas par cas. Non, je peux donner un avis sur autre chose que l'avis précis. C'est pas grave. Je peux donner un avis femme méchante mais gentille sur quelque chose qui me frappe en fait, dans les arguments principalement qui sont présentés par rapport au fait justement de rapatrier ces enfants. Je ne dis pas au cas par cas, en effet, c'est très complexe, c'est un problème. Ce qui me frappe, c'est l'espèce de mentalité soviétoïde qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dénégation sans aucun scrupule de la liberté de l'individu, de la famille et des pays étrangers. C'est-à-dire que l'individu n'a pas pris les armes contre nous, il est toujours français, qu'il le veuille ou pas, et même s'il a fait une profession de foi contre la France, et même s'il dit qu'il n'est pas français et qu'il veut nous tuer, il est encore français parce que l'administration le sait mieux que lui, et qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, il est fou, mais on va le sauver contre lui-même, on va le rééduquer, quoi. Bon, il n'y a pas de famille, c'est-à-dire qu'il a beau, un père de famille, il a ses enfants, il décide il va dire, mon enfant, je vais en faire je sais pas moi, un papou, c'est son droit, c'est sa liberté aussi. Et non, l'enfant appartient à l'État, et non pas à son père et à sa mère, qui décident d'en faire peut-être le pire, mais enfin, normalement, c'est eux qui sont souverains sur leur enfant. Et là, on dit non, mais les parents ne savent pas ce qu'ils font, c'est à l'État que ça appartient. Et enfin, les pays étrangers ne savent pas juger non plus les gens qui sont sur leur territoire, parce que ce sont des primitifs. Et donc, du coup, c'est nous qui devons, évidemment, faire ces choses-là beaucoup trop graves pour qu'ils puissent s'en charger. C'est juste, moi, je trouve qu'il y a un inconscient de cet ordre-là qui a lieu dans ce débat et qui est absolument pathétique et qui n'est jamais relevé et qui brouille le débat. Après, voilà. Bon, en sachant que les enfants qui reviennent, qui sont soit nés en Irak ou en Syrie, soit ont fait le trajet France-Irak-Syrie et retour, sont remis au service de la protection de l'enfance sous l'autorité du procureur de la République et de la protection judiciaire de la jeunesse. Sont venus, 60. C'est pas non plus... Sur un potentiel de 450 cas. Sur un potentiel de 450, ok, 60. Non, je pose la question. Dont la majorité a moins de 6 ans. D'accord. Emmanuel Alibert, vous avez bien marqué aussi, quand même, juste pour vous faire remarquer, qu'il y a aussi des adultes qui les accompagnent, que sur ces adultes qui ont peut-être été les bourreaux de ces chrétiens d'Orient qu'on reçoit en France pour les protéger. Directement en tôle. Hein. Oui. Mais ils vont directement en tôle. Voilà, s'ils arrivent à pas en sortir. Mais non, mais je veux dire, il faut savoir aussi que le droit français est là, et il y a aussi un parquet antiterroriste, il y a aussi une section antiterroriste. Je vous pose la question, parce que vous avez posé des questions. Vous posez des questions en termes d'affect, et je comprends cela. Mais je respecte cela. En termes de droit international aussi. Emmanuel, je respecte cela. Ce que je vous pose comme question, quel est le message que l'on envoie à ces chrétiens d'Orient que je connais? Moi, je connais une famille qui est je suis d'accord avec Stéphanie Bignon, on a généré un problème, on règle le problème. Mais on reçoit leurs bourreaux alors qu'on leur dit venez en France pour vous protéger. J'avais pas du tout compris que c'est ce que vous disiez, Stéphanie. Non, mais vous avez dit que vous êtes... Non, Stéphanie a dit on a généré j'ai l'impression que vous êtes instrumentalisé, Stéphanie. on va en parler après. Nicolas Gauthier. On poursuit parce que Francis n'a pas parlé non plus et il nous reste que quelques minutes. Romaric a tout à fait raison, effectivement, sur le côté soviétoïde de la France, voire même néocolonial, parce que c'est comme si on n'avait jamais admis le fait que ces nations étaient indépendantes. Mais vient se surajouter à ça une espèce de niaiserie, effectivement, c'est l'État maternel qui vous dit ce qu'il faut manger, pas manger, à quelle vitesse il faut rouler. Et là, moi, peut-être parce que je suis né au siècle dernier, enfin, j'aurais tendance à vous dire, sans aucun affect, qu'on peut respecter le terrorisme, mais il y a aussi, c'est un métier qui comporte des risques. Moi, j'ai connu des anciens, des gens qui ont été dans les milieux un peu action directe, dans l'OS beaucoup. Je n'ai jamais vu avoir bizarrement une vocation de père de famille. Hein. Parce que là, on a quand même des gens qui passent pour un idéal,
après tout, redonner toute sa grandeur au califat d'antan, pourquoi pas? C'est un projet plus sympathique que la social-démocratie. Mais ça aussi, il y a un prix à payer. Et quand on voit ces gens qui jouent effectivement révolutionnaires, tout d'un coup, badaboum, c'est la fin de la récré, on veut quand même rentrer en France. Et puis, au point où on en est, effectivement, ils veulent rentrer en famille, mais bientôt, on fera une carte de famille nombreuse pour la SNCF, l'abonnement à Femmes Actuelles pour les fiches cuisine, et pourquoi pas famille chrétienne. Enfin, c'est une espèce de... On materne ces gens-là. Ça manque de respect. Quelqu'un qui veut se faire tuer, comme disait Pierre Sergent, le patron de l'OS Métro, il met sa peau au bout de ses idées. Et quand il se fait attraper par les flics, il est condamné à mort par contumace quand il s'évade, il vient pas pleurer, dire « vous faites, et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Il faut quand même un peu de grandeur et de dignité, quoi. Et là, on parle des enfants, pas de bien. Eh ben, alors, pas d'enfants. Comme les terroristes, on ne fait pas d'enfants. Voilà. C'est un choix de vie, quoi. Attendez, Jean-Marc Rouillon, Bader, n'avait pas d'enfants. Je pense que c'est assez compliqué, et Charles de Meyer a parfaitement raison. On peut avoir une réponse univoque, mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je voulais juste aborder un point qu'on n'a pas évoqué là, c'est que finalement, dans ces enfants de djihadistes, il y a deux types d'enfants, si je puis dire. Il y a les enfants issus de familles récemment françaises ou ayant vécu en France, mais de tradition, d'usage, de religion musulmane depuis des générations, depuis Mahomet. Et puis, il y a peut-être aussi des convertis, des enfants de convertis. Ces enfants de convertis, on peut supposer qu'ils ont des familles en France qui ne sont pas convertis, qui sont des familles ayant d'autres... et je me pose la question, je crois que la réponse est très compliquée, mais je me pose la question, peut-on imaginer que ces orphelins soient pris en charge par leur famille, par des grands-parents, par des gens comme ça, et finalement arrivent à sortir de cette secte mortifère que constitue l'islamisme. Je pense que c'est très difficile. Il y a un film, je ne sais pas si certains l'ont vu autour de cette table, ou parmi les spectateurs, nos amis qui sont là, c'est L'Adieu à la nuit. C'est un film qui est très intéressant, parce qu'il raconte l'histoire de jeunes, alors ce ne sont pas des enfants, mais ce sont des jeunes, de moins de 20 ans en tout cas, qui se radicalisent. Il y a des musulmans, il y a une musulmane notamment, il y a des prêcheurs islamistes venus de Tunisie ou de pays comme ça, et puis il y a un jeune français issu d'une famille du sud-est de la France, qui se convertit par la jeune femme, et c'est l'histoire, c'est le destin de ce petit groupe d'adolescents, radicalisés. À la fin, ils sont tous arrêtés grâce à la grand-mère, mais le film n'est pas optimiste du tout. Le film se termine, pratiquement, on se dit, ces enfants ces adolescents, ces jeunes gens, ne changeront vraisemblablement pas, resteront des fanatiques jusqu'à la fin de leur vie. Et laissons l'espoir... Et cher Francis, c'est d'autant plus triste et désespérant, c'est qu'un enfant d'une famille française de souche, s'il se convertit à l'islam, que dans sa version radicale ou non, c'est parce que chez lui, il y a un désir spirituel. Dans une famille de Français catholiques, de Juifs, protestants, on va dire une famille normale, il n'y a pas ce cas. Ben non, une famille normale, il n'y a aucun déviant, c'est vrai. C'est assez rare qu'il y ait il n'y a jamais aucune déviance dans une famille bien catho, bien comme il faut. Les conversions à l'islam, effectivement, les prédicateurs que vous citez, mais ils prospèrent sur un désir spirituel. Il y a une chose... Et c'est pas une famille qui a laissé, qui n'est plus catholique, qui ne croit plus en rien, qui a laissé dériver son fils vers un islam de combat. Et c'est pas forcément les mieux placés pour le faire revenir dans un droit chemin. Les grands-parents, les parents sont morts. Bon, je trouve que pour un chrétien, c'est pas très optimiste. Moi, ce que je veux... Oui, alors, on peut être chrétien et lucide. Hein. Ah oui, déjà on va laisser Charles de Meyer conclure. Ayez confiance. Emmanuel, on va laisser Charles de Meyer conclure, c'est notre invité. Un tout petit mot, si on peut prendre... Enfin, je comprends, et c'est un débat qui nous dépasse pour tous sur ces conceptions. Il y a quand même une réflexion qui nous est faite tout le temps au Proche-Orient. C'est que, en fait, ce débat est aussi hallucinant. Alors, si on mettait un peu de nature dans notre conception du droit et de la société, tout ce genre de choses n'existerait pas. Vous savez que on ne se trimballe pas comme des salafistes de Marseille dans les villes les plus salafistes du Proche-Orient. Personne ne s'habille comme ça, parce que tout le monde sait ce que ça veut dire. On n'est pas en train de broder pour essayer de savoir ce à quoi ça correspond. Donc, il convient, je crois,
de mettre un peu de spontanéité et d'intégration de la société dans le rapport que nous avons, le regard que nous avons sur l'étranger ou les pratiques étrangères, si on veut réussir à ne plus avoir ce genre de débat. Parce que ce qui est dramatique au final, et toutes les positions s'entendent aujourd'hui, c'est que en France, au XXIe siècle, on en est déjà à parler du retour des enfants de djihadistes. Et si ça continue comme ça, de quoi parlerons-nous dans 50 ans ? Je crois que c'est quand même la question qu'il faut se poser majoritairement et qui doit tous nous inquiéter. Merci Charles de Meyer, merci beaucoup d'être venu, de vous être plié à cet exercice de Bistro Liberté. Bon courage. Alors, beaucoup de volontaires, parce que l'été, c'est bien évidemment l'envoi des volontaires à travers... Ah bah c'est parti. Fin mai arrivent ceux qui n'ont pas terminé leur année universitaire. Mi-juin, ceux qui ont raté leur partiel. Début juillet, ceux qui ont réussi. Donc c'est une grosse période pour nous. Et ce qui est positif, c'est ceux qui viennent sur des courtes missions comme ça. Ils ont 60% à revenir, ce qui montre qu'ils sont heureux d'y aller. Alors, je précise, c'est important parce que moi, je suis un père de famille. On est ici des pères de famille. On se dit, attention, moi, mes enfants, ils veulent aller à SOS Chrétien d'Orient. On les envoie en Syrie, etc. C'est sur des zones sécurisées, il faut le rappeler. Il n'y a jamais eu d'incident. On touche du bois. Très simple. 1700 volontaires depuis 6 ans. Le pire drame sécuritaire que nous ayons eu, c'est une allergie aux nouilles chinoises. Ouais, mais ça, je comprends. Je comprends. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour les avoir. Dans le 13e à Paris. Vous avez habité le 13e, vous êtes vacciné. Une solution pour déradicaliser les enfants djihadistes. Alors là, on va voir qu'Ignace, il a pris parti. Et c'est la ceinture explosive chrétienne. Ça explose du peace and love. Du peace and love. Voilà. Donc ça va. Hein, voilà. C'est pas méchant. Pas méchant. Emmanuel, alors là, mettez votre ceinture tout court. Non, avec du peace and love. Non, oui. C'est bon. Je me prépare à jouer avec mes petits camarades djihadistes. C'est là. Et puis on va monter en gamme encore. Et attention. Allez, le djihad pour moi, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Merci beaucoup. C'est sur ces bonnes paroles. Là, vous êtes tétanisés, parfait. Que je vous abandonne pour 15 jours, 14 jours. On se retrouve dans 2 semaines, tous ensemble, avec ce prochain Bistro Liberté. On en a encore quelques-uns avant la fin de la saison. On va jouer les prolongations jusqu'à la mi-juillet et c'est avec plaisir. Donc on se retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines, avec nos sociétaires, avec nos techniciens, avec notre public adoré de donateurs, avec bien évidemment ces volontaires qui vont partir de Chrétiens d'Orient et qui vont aller en mission. Tout cela est beau, tout cela est bien, tout cela nous rassure et nous fait un grand plaisir. Merci à tous, à très bientôt et n'oubliez pas la rubrique don de tvliberté.com. Thank you.